Donc, je vais lancer le décompte traditionnel. On y va tous ensemble. Attention, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station, 7e. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, la Calling Station numéro 7 est lancée. Bonsoir tout le monde. Salut Mike. Salut Iti, salut tout le monde. Ça va bien Mike? En forme? Ça, Ok. comme d'habitude, très bien. Bon, la semaine dernière, tu as vachement bossé. Alors bon, j'ai décidé quand même de prendre le relais cette semaine. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu, pas tout à fait. Tu vas quand même m'aider et intervenir comme d'habitude et regarder un petit peu le chat et répondre aux questions des membres. Mais c'est quand même vachement bien que tu sois présent parce qu'on va parler en deuxième partie d'émission de MTT. Et il se trouve Et comme ça, je pourrais partir. Bah non, parce que tu as été directeur de tournoi dans ta carrière déjà. Donc, ah ouais, mais en live. Bah justement en live, mais on pourra parler de live aussi éventuellement. Et tu pourras quand même, en tout cas, arbitrer facilement les débats. Si jamais il y avait des débordements, tu sais qu'on a des invités tout à l'heure. Tu vois, bon, on sait jamais. Tu pourras affiler un petit tour de blinde de pénalité ou un truc comme ça, quoi. D'un autre côté, j'ai en train de me demander un directeur de tournoi en ligne, il doit pas y en avoir beaucoup. C'est clair, donc, ouais. Enfin, bon, c'est on s'est compris. Ouais. Bon, en tout cas, là, en ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire le heads up, ce soir, vous avez vu la news, on a un invité mystère. Ouh, mystère, suspense, mystère et boule de gomme. Mais qui est-il? Bon, on a essayé de me soudoyer pendant toute la semaine sur Skype, je vous promets, pour que je crache le morceau, mais je n'ai pas flanché. Encore là, une demi-heure avant l'émission, quand je faisais les tests son avec nos invités, on m'a dit, mais c'est qui? Et je n'ai rien dit. Voilà. Ils peuvent témoigner. Donc, avant de dévoiler justement son identité, je peux déjà vous dire quand même, pour le situer, pour situer le niveau du bonhomme, qu'il fait partie de la team PokerStars Pro Online. Donc, c'est pas rien. Et en plus, il est français. Voilà. Alors bon, vous avez peut-être des idées déjà, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, si pour certains d'entre vous, son nom ne dira pas forcément grand-chose, je suis sûr par contre et j'en suis certain que nos invités du Short and Deed, la deuxième partie de l'émission, que sont Ketor et Montoya, eux, ne resteront pas insensibles à son nom, croyez-moi. Car ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Monsieur Sébastien Sabic. Salut. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salut Sébastien. Salut. Bon, bah écoute Seb, je crois que je vais faire plaisir à 2-3 personnes ce soir en te recevant. D'abord, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à toi. De rien, c'est mon plaisir d'être invité. Ok, bah c'est cool. Puis je remercie au passage aussi David qui est là ce soir avec son pseudonyme David Kaka qui gagne donc tous les coups. C'est un fidèle auditeur de l'émission et supporter de l'émission qui nous a mis en relation tous les deux. Merci beaucoup David. Et voilà, bon, on en est là. Et donc, alors si on a décidé, si tu veux, de garder ton nom secret jusqu'à la dernière minute, c'est qu'il y a une raison. C'est que ton nom a fait l'objet de quelques blagues. Alors des blagues plutôt gentilles. Je te rassure tout de suite sur nos forums. Mais plus que des blagues, c'est ton nom. C'est devenu une espèce de gimmick, si tu veux. Tu vois, un truc qui revient comme ça tout le temps au fil des posts. Sur le forum, quoi. Et les principaux responsables de ça sont justement nos invités de la deuxième partie. Voilà. Et alors, je vais me faire un plaisir justement de les inviter tout de suite sur Skype, nos invités de la deuxième partie. Pendant ce temps-là, je vais peut-être répondre à
une petite question qui était posée, savoir si Sébastien était présent dans le chat. Non, il n'est pas présent, puisque si je me trompe, tu es en direct de Londres. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça, je suis en direct de Londres. Et puis, vient d'arriver tout frais à Londres, c'est ça? Vient d'emménager à Londres? J'ai emménagé il y a 2 jours, ouais, parce que la situation en France pour le jeu online c'est moyen en ce moment, donc énormément de Français, énormément de joueurs de poker français qui jouent à CO se sont installés à Londres, donc j'ai suivi le mouvement. Ok, donc du coup on a mis Sébastien juste sur le Skype et pas encore sur le coaching player, donc vous le trouverez pas dans le chat. Ne le cherchez pas. Alors juste, j'entends du bruit. Ouais, juste un petit essai, puisque là on entend du souffle. Je pense qu'ils sont là, mais est-ce que Denis est là déjà? C'est Player 6860. Ouais, salut. Ok, salut. Ketor, tu es là? Salut tout le monde. Ouais. Montoya, tu es là? Allô? Oui, Montoya est là. Alors vous êtes content quand même d'avoir eu Monsieur Sébastien Sabic en invité principal? Ça vous fait plaisir? Très content. Ah. Je ne le connaissais pas. Oui, non, c'est vrai que on va pouvoir faire les présentations justement. Alors parce que tu vois ce qui s'est passé en vérité, Seb. Alors c'est Seb86 online, hein, ton pseudo, hein. C'est ça, c'est bien moi sur Voilà. PokerStar. Là, vous allez sur PokerStar, vous faites rechercher un joueur de la Team Pro et vous tombez sur lui. De toute façon, vous le verrez. Alors, par exemple, tu vois, il y avait des messages comme ça de Ketor, qui est notre coach. Hein. C'est un coach de MTT, donc un mec très sérieux, tu vois. Enfin, tu vois. Bon, bref, qui un soir, comme d'habitude, sur ces milliers de MTT qu'il lance le dimanche soir sur PokerStar, nous sort un jour. Bon, j'ai pas réussi à gagner un seul pot pendant 1 heure complète. Mon stack a fondu. J'ai fini par chauve 8-7 suited, me suis fait call par As-Dame suited et même Sébastien Sabic n'a rien pu faire pour moi. Tu vois, bon, c'est des trucs comme ça. Voilà. Et puis le même qui nous fait un post dans le genre en ce moment j'apprends le Deuce to Seven triple draw et la réponse immédiate d'un autre membre qui est Inimacine d'ailleurs si je me souviens bien qui fait comment tu copies Sébastien Sabic, tu vois. Voilà. Ça c'est mon jeu en même temps, ça faut dire que ça c'est mon jeu de prédilection. Et oui, voilà. Et après le dernier en date de message, il y en a plein des comme ça, mais bon, c'est pour te dire un peu l'ambiance, tu vois. Et le dernier en date, ça vient de Montoya, qui est un autre de nos invités de tout à l'heure, qui s'adresse à moi sur le forum en disant j'ai une demande à te faire, Iti, au nom de toute la communauté francophone de Poker Stratégie. Peux-tu inviter le grand, l'unique Sébastien Sabic à une prochaine émission de Calling Station? Ben voilà. Tes vœux sont exaucés. Voilà pourquoi tu es là quelque part. Non, bien sûr, pas uniquement pour ça, évidemment. Mais avoue que l'occasion était trop belle. C'était pas mal. Je savais pas comme ça que ça parlait de moi. J'irai lire le forum tout à l'heure pour voir. Alors, tu sais, pour voir ce qu'il dit. Justement, et tu sais pourquoi c'est. Enfin, ils vont nous l'expliquer pourquoi c'est parti cette histoire avec toi. C'est parce que quand on a vu que un joueur était dans la Team Pro PokerStar, un Français, on s'est dit mais qui c'est? Et en fait, c'est vrai que quand on essaye de faire des recherches sur tes stats, etc., on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Les jeux que je joue, les jeux de Mixgame sont absolument pas traqués. Et voilà. Que ce soit sur PTR ou sur, c'est du cash game de toute façon, donc évidemment sur le site de tournoi c'est pas traqué. Mais même pas sur PTR, donc forcément, j'imagine que la plupart des gens qui me connaissaient pas, j'ai dû sortir un petit peu de l'espace, surtout quand ils ont vu que je jouais à CO. Mais ouais, je suis monté comme ça discrètement. Et... Ouais, voilà. Donc écoute, on va parler maintenant de tout ça. On va justement te présenter et ça va nous permettre de te faire une belle présentation de toi et de te faire connaître à toute la communauté. Voilà donc pourquoi vous trouviez rien sur lui, c'est parce qu'il n'est pas spécialiste de hold'em au départ, mais de différentes variantes. Donc tu es un joueur de cash game au départ. Ouais, je joue quasiment exclusivement en cash game à part quelques tournois quand ça vaut le coup, mais 98% de mon poker c'est en cash game. Voilà. Et en cash game, donc mix game, c'est-à-dire du horse. Mix game, c'est-à-dire très principalement en ce moment, ce qui est très à la mode sur PokerStar, c'est le 8 jeux. Donc c'est-à-dire les 5 jeux de horse plus le no limit, plus le pot limit Omaha, plus le Deuce to Seven.
Et donc voilà, ça c'est des parties qui tournent énormément. Même en Ice-Tex, quasiment, c'est les parties qui tournent le plus, quoi. Voilà, parce que alors c'est vrai qu'en disant ça, on pourrait s'attendre à que tu aies, je sais pas, 103 ans comme moi, tu vois, par exemple, et que tu sois un joueur qui dit tout le temps yes papa, tu vois, toutes les mains, mais ça je le dis quand même. Tu le dis quand même, bon d'accord. Mais Pianantiste, ça sort. Ah d'accord. Bon bah c'est bien, tu restes dans le move alors. Mais en fait non, t'es vachement jeune, hein. Dis-nous quel âge tu as. C'est 86, c'est pour 86, c'est mon année de naissance. D'accord. Voilà. J'ai 23 ans. Voilà. Alors bon bah c'est sûr. Il y a Kojika qui demande tout de suite, ce sera sûrement une de tes questions après, mais qui demande ta variante préférée dans tout ça. Ouais, bah on peut y aller. Deuce to Seven, en fait. Initialement, j'ai commencé à jouer en Deuce to Seven, donc voilà, c'est ma meilleure variante de tout ça. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur tous les autres jeux, donc je me sens à l'aise dans les 8 jeux, mais initialement, c'était mon meilleur jeu. Alors tu peux, comment tu as commencé d'abord, parce que tu es quand même super jeune, tu joues plein de variantes. On en reparlera plus tard, mais tu joues pas que ça. En plus, tu peux jouer plus de variantes que ça. Et mais comment tu as commencé? Comment t'es arrivé sur le net? Comment tu as commencé le poker? Super jeune? Alors, en fait, j'ai commencé, pas super jeune, non, j'ai dû commencer à 18 ans, 19 ans, quand ça avait commencé. Ah, t'es un mec doué, quoi. Ouais, et je jouais au poker, je gagnais pas beaucoup, enfin, je gagnais même pas du tout en hold'em et quoi que ce soit. Et à un moment, j'étais à Paris pour un stage, je comptais aller jouer à la CF, et à la CF, il y avait du Omaha qui tournait. Donc je m'étais mis au Omaha et j'ai acheté un livre qui s'appelait Super System 2, le livre de Dol Bronson. Ouais. Il y a un chapitre sur chaque jeu, y compris le Omaha. Donc j'avais initialement acheté ce livre pour apprendre le Omaha. Et il y avait un chapitre sur le Deuce to Seven. Donc j'ai aussi lu le chapitre sur le Deuce to Seven et j'ai essayé un petit peu sur PokerStars et j'ai chaté tout de suite. Donc je savais que c'était mon jeu, quoi. Et donc du coup j'ai continué là-dessus parce que c'était la seule forme à laquelle j'arrivais à gagner. Et puis de fil en aiguille, j'ai move up en jouant à ça, quoi. Ah bah c'est honnête au moins de dire ça pour le départ, mais enfin on arrive de fil en aiguille, on n'arrive pas comme ça parce que je sais pas en quelle limite tu joues, mais tu joues les grosses limites maintenant. Ah ouais, maintenant je joue jusque la 400-800 en limite. Voilà. Bon, alors donc on n'arrive pas comme ça en étant simplement chatard comme nos invités de tout à l'heure. Tu verras. Enfin bref. non, bien sûr. Je disais au début, je me suis spécialisé sur ce jeu-là parce que j'ai réussi à gagner au début. Donc j'imagine que c'est de la bonne variance au début. Puis après, oui, j'imagine que t'as quand même. Ouais. T'es arrivé au plus haut où on peut aller. Et alors comment on devient, parce que ça, je pense que c'est quand même un rêve de pas mal de joueurs online de devenir membre de la team PokerStars. Voilà. En fait, quand PokerStars ont lancé leur team online, ils cherchaient des joueurs d'un petit peu tout profil. Ils cherchaient pas juste des joueurs en no limit hold'em, ils cherchaient des joueurs un peu de tout pays, qui jouent toutes les limites et de tous les jeux. Donc en fait, des joueurs en mixed game, en Ice-Tex et français, enfin, il y en a pas beaucoup, quoi, forcément. Donc ils m'ont sélectionné comme ça parce qu'ils ont vu que je jouais que sur PokerStars, que je jouais beaucoup et que j'avais bien réussi sur le site. Donc ils ont dû penser que j'étais un bon emblème, un bon exemple, quoi, à mettre en valeur. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, mes bons résultats m'ont aidé, quoi. Mais c'est que t'as dû beaucoup jouer quand même, hein. Ah ouais, moi j'ai beaucoup joué, encore plus maintenant depuis que j'ai eu le contrat PokerStars, justement, je me suis mis à plein temps. Parce qu'avant, j'étais étudiant en même temps, donc j'étais en école de commerce, donc je faisais ça à mi-temps, disons. Et maintenant, depuis que j'ai le contrat PokerStars, depuis décembre, quoi, enfin même depuis un petit peu avant, je joue ça à 100%. Enfin, d'accord. Donc, je joue beaucoup, ouais. Et alors justement, donc tu as signé un contrat, j'imagine, en bonne et due forme. Mais avez-vous des contraintes spéciales? Je sais pas, vous devez jouer. Je ne peux jouer que sur PokerStars. Ah, d'accord. Donc dans mon cas, c'est à peine une contrainte parce que même avant de signer, je jouais déjà quasiment que sur PokerStars. Avant c'était parce que en mix game sur PokerStars il y a un jeu en plus, le Deuce to Seven, et c'était mon jeu. Ouais. Voilà, alors que sur Full Tilt il y a que 7 jeux. Ouais, il y a 7 jeux exactement, ouais. Donc voilà, donc moi ça m'a toujours arrangé de jouer sur PokerStars et en plus j'ai toujours préféré le soft et tout ça, donc j'ai toujours joué sur PokerStars, donc c'était à peine une contrainte pour moi Ouais. Bon, c'est naturel finalement, ouais. Voilà, et vous êtes obligé de jouer un minimum demain ou de participer à des événements, des choses comme ça? Dans tous les contrats, dans tous les tournois qui peuvent être diffusés à la télé et tout ça, évidemment je dois porter les vêtements PokerStars. Ouais. Et sinon j'ai pas de minimum de main à jouer. Enfin ils nous ont donné des objectifs et tout. Il y a pas de contraintes réelles, mais ils nous ont donné des objectifs à suivre que moi je dépasse de toute façon parce que je joue beaucoup, mais j'ai pas d'autres contraintes particulières sinon. D'accord. Sinon vraiment contraignantes, quoi.
Bon. Bon, alors donc, on a compris, tu es un super gros joueur online depuis longtemps, même avant ton contrat. Maintenant, c'est encore pire. Tu vas jamais t'en sortir de tout ça. Mais tu joues aussi en live. Je joue en live, ouais. Ça m'arrive surtout au mois de juin, pendant les World Series, Voilà. et pendant l'année à la CF, des fois, quand je suis à Paris. Ah, dans les clubs à la CF notamment, d'accord. Mais je voulais te parler des WSOP, justement, les championnats du monde à Las Vegas, parce que l'année dernière, il se trouve que je t'ai suivi un petit peu, pas à Las Vegas, j'y étais pas, mais de loin, de Paris, je regardais un petit peu tous les tournois et tu as été proche de faire vraiment un exploit. Dans le horse, notamment à 1500, où tu finis 11e. Hein. C'est ça, je termine aux portes de la table finale. On était deux Français en plus, il y avait Fabrice Soulier c'est lui qui t'a sorti, je crois. Et c'est lui qui me sort, qui me prend d'abord un gros coup, qui me met un peu short stack, qui en plus derrière me ressort. Donc il s'est un peu acharné. C'était sur une main de Omaha Hilo d'ailleurs. Stud Hilo, c'était sur une main c'est du stud. Ah d'accord, ouais. Non, la toute dernière main. Non, la dernière main, je crois que c'est du Hilo. Exact. Je fais un très gros coup en Stud Hilo contre lui. Mais il a une main énorme. Il me sort en main Hilo, exact. Ouais, il a une main énorme. Il flop top flush. Max. Ouais, meilleur bas, meilleur haut, et moi j'ai une couleur et un bas descend, donc je me dis que je prends au moins la moitié, quoi. Je peux même tout prendre, quoi, mais bon. Ouais, non, mais en plus t'as un 5 t'as 2 5 dans la main. Il en a un lui aussi. C'est ça, ouais. Et donc tu peux même pas faire runner carré, quoi. Ouais, non, c'est ça. C'était assez catastrophique comme confrontation. Voilà. C'est les aléas du poker. Mais j'étais assez content de ma performance dans ce tournoi, parce que je me suis senti vraiment bien par rapport au niveau moyen, quoi. Je me suis vraiment senti je me considérais vraiment, en tout cas, comme dans les meilleurs joueurs du tournoi. Et quelques jours après, d'ailleurs, j'ai rejoué un autre tournoi, un 2500 8 games. Et t'as fini 25e là. C'est ça, ouais, j'ai re-été assez loin. J'ai fini 25e cette fois en sortant sur un gros pot de Piello. J'ai même pas vu d'ailleurs que j'étais sorti initialement, parce qu'on part all-in au flop. J'ai une overpair, il a un tirage quinte et il tombe 2 briques, et sur les 2 briques il fait backdoor couleur, en fait, que j'avais même pas vu, quoi. C'est un 2 et un 3 qui est tombé, je m'en souviens. C'est ça, un 2 et un 3 qui tombe, donc lui il avait un tirage quinte autour du 9-10 valet, quoi. Voilà. Et donc moi, quand je vois 2 et 3, je me dis que c'est vraiment les cartes vraiment les briques, quoi, enfin, des cartes inutiles. Et ça fait il fait backdoor couleur, quoi, donc je fais Et en fait, mais je crois que tu t'es retourné, t'as été tapé dans la main d'un pote et tout, en disant c'est bon, il a pas chaté son tirage, et c'est après j'ai pas eu le temps d'aller taper dans la main, mais j'ai serré le poing en faisant yes, tout pour papa. Voilà. Et il y avait un joueur du tournoi que je connaissais qui était juste à ma droite, qui m'a dit non, il y a ce backdoor flush. Ah ouais, là, c'est terrible, ça. Ah, ça fait un coup au moral. Après 2 jours et demi, c'était même à la fin de la deuxième journée de tournoi, t'as l'impression d'avoir fait ça. Enfin, ça fait mal de s'en sortir. C'est terrible, ouais. Alors, c'est déjà des super performances, quoi. Mais bon, c'est vrai que, après, pareil, Fabrice, il a fait que des trucs comme ça. Il a fait 7 cash, je crois. Je crois qu'il a le record sur l'année de. Je crois que c'est lui qui a le record. Je crois que c'est lui qui a le record de cash, ouais. Ouais, parce que 7 cash, c'est énorme, hein, quand même, sur le temps. Mais c'était sa stratégie. Il m'avait dit au début des World Series que cette année, il allait se focuser sur les plus petites, enfin, les tournois de mix game, plutôt que de jouer les énormes fields de No Limits. Il allait jouer les tournois, les 1500 horse, les 2500 Stud Hilo, etc. Et ça a bien marché pour lui. Ouais. Et c'est dommage, il a pas fait. Il a fait la TF et tout, mais il a pas eu le bracelet. Il est tout près lui aussi, hein, quand même. Hein. C'est un très bon joueur. Il finira par. J'espère, ouais, parce qu'il joue bien, ouais. Et celui qui a gagné le 1500, justement, c'est James Van Alstyne. Il a fait une grosse perte. Il avait déjà fait 6 TF. Ouais, c'est ça. Et il me semble qu'il avait fait 2e ou 3e d'un 3000 horse quelques jours avant. Il n'en a jamais gagné un. Il a gagné celui-là. Et je crois qu'il avait fait 6 tables finales, ou 7 avec celle-là, je crois. Il y a des chattards. Hein, Mais tu l'as joué, il jouait quand même pas si mal que ça, non, quand même. Non, il était bon. C'est sûr qu'il était bon, peut-être même meilleur que moi, je sais pas. Mais il méritait probablement pas de faire 6 tables finales, je veux dire. Enfin, je vois pas comment sur le long terme c'est maintenable de faire autant de tables finales. Bien sûr, il était un petit peu en rush, ouais. Mais sinon, justement, le niveau de ce genre de tournoi, le field, c'est quoi? C'est au début c'est naze, ou il y a vraiment que des bons joueurs, il y a que des amateurs? Non, c'est vraiment très 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 mauvais. C'est le niveau, on voit vraiment le niveau qui diminue, enfin qui s'améliore au fur et à mesure. Au début, il y a beaucoup de joueurs extrêmement loose
qui est beaucoup de joueurs loose passifs, qui jouent beaucoup de mains, qui limp, qui font pas beaucoup de trucs pas très bons. D'accord. Après, au fur et à mesure, ces gens se font éliminer. Il reste des joueurs beaucoup plus serrés, qui jouent très serrés, qui ont exploité justement les joueurs qui payaient trop dans les premiers jours. Ouais. Et par contre, à la fin du tournoi, honnêtement, c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs comme James et tout ça, des joueurs qui étaient largement meilleurs, qui étaient assez agressifs et qui eux justement savaient exploiter les joueurs un peu trop neat, enfin qui jouaient bien mais trop serrés, quoi. Bon, d'accord. Donc finalement, la stratégie, c'est finalement d'attendre que les mecs s'éliminent au départ, ou t'as une stratégie particulière? La stratégie, c'est de jouer plutôt serré au départ, parce que de toute façon, au début, il y a c'est l'étape de 8. Sur une table de 8, il doit y avoir 5 calling stations et tous deux bons joueurs à peu près décents. Donc on peut pas trop bluffer, on peut pas être trop agressif, parce que de toute façon ils vont payer. Donc faut jouer assez serré et puis attendre d'avoir des mains. Et après, au fur et à mesure qu'on s'avance dans le tournoi et qu'on arrive à la bulle, là il faut commencer à jouer beaucoup plus agressif, parce qu'on peut voler énormément de pots, parce que les gens ont peur de perdre des jetons, quoi. Je dis à nos invités derrière que même si vous parlez pas, je vous entends taper sur vos claviers, etc. Si vous avez des portables, vous les coupez. Voilà, merci. Ça m'évitera du boulot au podcast. Merci beaucoup. Alors, on parle de stratégie donc serrée. C'est évident. Là, ce que tu nous décris, c'est un peu la NL10 de PokerStar, quoi, quelque part au début. Au début, ouais, c'est ça. Non, mais le niveau, il est à peine meilleur, je pense. Ouais, d'accord. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, dans le horse, des variantes dans lesquelles tu vas pouvoir voler plus de pots que d'autres, ou des trucs comme ça, tu vois? Je sais pas. Je vais pouvoir voler. Est-ce qu'il y a des variantes où je vais pouvoir voler plus que dans d'autres? Ouais. Ouais, clairement. Il y a des variantes, genre notamment en Raz et en Stud. C'est vraiment les deux jeux où on peut beaucoup voler ça, et le Limit Hold'em. Parce qu'en fait, d'une manière générale, dans les deux jeux où ça split, c'est-à-dire le Omaha Hilo et le Stud Hilo, les gens, ils arrivent toujours à trouver une raison de payer. Soit ils ont un haut à peu près décent, soit un bas à peu près décent, et ils trouvent toujours quelque chose. T'as plus de fold equity, tu veux dire, sur les jeux de Stud? C'est beaucoup, ouais, sur les jeux de stud, surtout le Stud High et le Raz. Et le Raz, ouais. Parce que c'est des coups qui coûtent cher, en fait, parce qu'il y a une street de plus. Exact. Par rapport au Limit Hold'em. Et en fait, quand on est en tournoi, on a un tapis moyen souvent de 10 big bets. Donc c'est pas énorme. Et donc si on doit commencer à call down, ça fait pas mal de big bets à mettre. Donc les gens souvent ils préfèrent couper les frais à la 5e assez rapidement. D'accord. Donc on peut être assez agressif. Là t'es plus aggro, ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Ok, bon, très bien. Et alors pour le head game, par exemple, parce que je me posais la question sur les tournois comme ça, est-ce que quand on a bien grindé un petit peu sur les jeux de limite, alors le head game, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est le horse plus deux jeux en plus qui sont le no limit hold'em et le pot limit. Le reste, ça se joue en limite. Alors, est-ce que t'as pas une appréhension quand t'arrives ces deux jeux-là, justement? Tu te dis, mais j'ai pas envie de me faire déstacker là, quoi. Est-ce que ça te file un peu, ou alors au contraire, tu t'en sers? La plupart des joueurs, justement, pensent comme ça, pensent qu'ils ont peur de se faire déstaquer et de tout perdre d'un coup, donc ils ont tendance à jouer extrêmement serré, extrêmement weak. Et du coup, c'est l'occasion de s'en servir, parce qu'ils vont pas oser jouer un coup à tapis, donc on peut faire des relances et des surrelances pré-flop. D'accord, 3 bet light, c'est bon, quoi. Ah ouais, 3 bet light, faut pas hésiter, parce qu'ils ont vraiment peur de s'engager dans des coups. Donc à partir de là, c'est extrêmement exploitable, quoi. Ok, bon, très bien. Bon, alors, et tu comptes, puisqu'on est à Las Vegas, tu comptes y aller cette année pour les championnats du monde, là? Dès fin mai, je vais à Las Vegas, je vais rester probablement 6 semaines. D'accord, et t'as un programme, là? Je vais jouer j'y vais dès fin mai pour le premier tournoi. En fait, c'est le 50 000 8 game, 50 000 8 jeux. Donc c'est le Player Championship, ils ont appelé ça. Avant c'était le 50 000 horse, là cette fois ils l'ont transformé en 50 000 8 jeux. C'est le head game. Oui, c'était le horse. C'est le tournoi le plus prestigieux qui existe. Bon, il y a le main event bien sûr, mais alors 50 000 c'est le plus cher en plus. 50 000 c'est le plus cher et plus prestigieux, j'espère, oui. Si je le gagne, oui, on dira oui. Donc voilà, donc j'y vais pour jouer ce tournoi-là, donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis bon, par contre, c'est dommage qu'il soit au tout début, je trouve, parce que du coup, si je fais rien dans ce tournoi, après je suis cagoulé pour le reste de la série. Donc D'accord, ouais. Non, mais c'est pas un petit buy-in, ouais, c'est vrai. Non, c'est un assez gros buy-in forcément. Donc, mais bon, ça va être un tournoi super intéressant à jouer. Le field va être assez relevé. Il y aura énormément de pros. Là, il va y avoir que les pros. Tous les pros vont venir. Enfin, les pros, pas tous, mais bon. En même temps, tu vas pouvoir faire un petit peu de jetons sur Phil Hellmuth, des gens comme ça. Mais non, je suis méchant. Hein. C'est ça en plus. Il y a Tado qui te pose la question sur le 50K 8 game. Tu penses quoi de la table finale en no limit uniquement? Moi je suis pas un grand fan de ça. Après je comprends qu'ils l'ont fait,
parce qu'en fait, à la télé, ça passe beaucoup mieux. C'est Donc pour en le fait, spectacle, ouais. en fait, si moi évidemment, je préférais que ce soit en 8 jeux la table finale, mais si c'est en 8 jeux la table finale, le risque c'est que le tournoi soit pas télévisé. C'est que ESPN, la chaîne qui diffuse le truc aux États-Unis, considère que ça fera pas assez d'audience. Et donc que ce soit pas télévisé. Par contre, évidemment, moi, c'est sûr que j'ai intérêt que le tournoi soit télévisé, parce qu'un tournoi télévisé, ça veut dire beaucoup plus de joueurs, parce que tous les pros qui veulent qui veulent se montrer, qui veulent se donner une image et tout ça, ce qui les intéresse, c'est même pas de jouer le tournoi en lui-même, c'est d'être vu en train de jouer le tournoi, quoi. Donc si le tournoi est pas télévisé, ils le joueront pas. Donc du coup, je préfère avoir un tournoi télévisé avec la table finale en NL qu'un tournoi pas télévisé avec la table finale en 8 jeux, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, Tado, c'était à l'époque, c'était pas le 8 game, c'était le horse, quoi. Mais bon, c'est pareil. Enfin, c'est la même. Mais oui, c'était encore plus illogique à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait même pas de no limit dans le horse. Mais bon, d'un autre côté, ça a été les meilleures audiences qu'ils ont fait, donc qu'ils ont fait en transmettant le tournoi, donc. Quelque part, c'est un sens aussi pour eux de le faire, j'imagine. Qu'est-ce que ça te ferait d'avoir ton nom après Chip Reese, Freddy Dib Ah ouais, ça c'est le rêve, ça. Rien que d'y penser, ça donne des frissons. Ça serait magnifique. Ouais. Le pire, c'est qu'en plus, c'est un tournoi où il y aura probablement pas énormément de joueurs. Il y aura probablement entre 200 et 250 joueurs. Ouais, c'est fil de moyen. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y aura une chance. C'est pas le main event, quoi. Il y a une chance non négligeable. C'est pas énorme, évidemment, je veux dire, mais même si c'est une chance sur 200, c'est toujours mieux qu'une chance sur 6500. Peu de fiches dans les 250, à mon avis. Hein. Ouais, bien sûr, mais en même temps, je pense que j'ai mes chances. Hein. Je veux dire, je joue les plus hautes parties sur Internet tous les jours, donc ça se passe plutôt bien. Donc, il est remonté, le Seb, mais tu sais qu'on va te suivre, mais on va te suivre jusqu'au bout. Et si tu pouvais nous faire un yes papa à la fin sur la dernière main, je t'assure que je prends un avion. Hein. Ah ouais, j'essaierai, ça c'est sûr. Alors là, Seb, il n'y a pas de souci. Hein. Oh bah écoute, je te le souhaite en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ouais, enfin là, vraiment, allez, que la chatte soit avec toi en même temps que ton skill. Et tu, pardon. Et tu joues quand t'es à Las Vegas, tu joues du cash game aussi, non? Je joue du cash game à Las Vegas. Ouais, l'année dernière, je jouais un petit peu plus bas. Enfin, je jouais un petit peu plus bas. Je jouais en ma limite haute l'année dernière, c'était la 100-200, donc je jouais en 100-200 en cash game. Mais là, maintenant que je joue un petit peu plus haut, cette année, on a des j'ai projet de prendre un shoot à la Bobby's Room, quoi, si ça se passe bien. Donc j'ai essayé d'aller jouer là-bas pendant l'été. Tu vas rencontrer les légendes là. Ouais, ça c'est génial, ouais. Ah, c'est beau. Sûrement les mêmes joueurs que le tournoi, j'imagine. Enfin, ce sera un peu le même public. Donc je pense après courant juin, j'ai essayé de prendre un ou plusieurs shots dans la Bobby's Room, voir comment ça se passe. Alors avec un edge ou sans edge? Oh, je pense que j'aurai un edge, honnêtement, sur les parties. Parce qu'il y a quand même pas mal des joueurs, les Barry Greenstein, les Patrick Antonius et tout ça, on les joue régulièrement dans les parties sur Internet. Et donc, je pense que je suis assez confiant, quoi, en jouant contre eux, quoi. Je te dis, il est remonté, mais comme une pendule. Mais c'est dingue. Ah ouais. Donc, ton idée de prendre le shot, c'est vraiment une idée d'EV qui est positive. C'est pas pour aller dire, tiens, j'ai joué avec X, Y ou Z dans les. Hein, c'est vraiment parce que tu penses que tu peux aller faire de l'argent, quoi. Ouais, je pense honnêtement que oui, je pense honnêtement que j'ai une expérience de gain positive sur ces parties. Ouais. Ok, cool. Bravo. C'est une question de Maxi Pouce. Non, écoute, bravo, mental d'acier. On te le souhaite. Pour ça, tu rencontreras peut-être d'autres Français. Il y a, je pense que David Benjamin peut être dans une partie de ce genre de partie. Je pense que oui, il est censé jouer toutes ces parties-là. Donc, je jamais eu de contact avec lui, mais je pense qu'il serait dans ces parties-là. Oui, ce serait marrant d'avoir d'autres Français. Et pour le horse ou le head game, là pour l'instant notre représentant qui a fait la meilleure place, c'est Bruno Fitoussi qui a fait deuxième du horse. Ah si je pouvais signer pour faire la même chose, c'est magnifique. Hein. C'est quand même magnifique, deuxième. Donc je sais pas qui c'est qui joue avec ses micros derrière, mais ça fait du bruit. Là, on n'entend plus d'ailleurs. Est-ce que on quitte un petit peu Las Vegas, tu as des projets online en dehors de tes graines d'âge 28 heures par jour? Tu vas faire les scoops par exemple? J'ai joué plusieurs tournois des scoops en fait. J'ai joué tous les tournois un petit peu high stakes dans les jeux, c'est-à-dire il me semble qu'il y a un 3000 ou un $2000 8 game. Ouais. Il doit y avoir pareil un 2000 horse, il y a un 1500 Used to Seven, un 1500 Badoogie. Donc tout ça je vais les jouer. Badoogie aussi tu fais, ouais, d'accord, ouais. Ah Badoogie je fais aussi, ouais. En cash game Badoogie je fais beaucoup. Dans les mix games en fait en live.
Dans les casinos à la CF et à Vegas, il y a énormément de badougi en fait dans le truc. J'ai dû m'y mettre aussi. Quoi. Et tu joues le Courchevel aussi, Maelo à 5 cartes, des trucs comme ça, quoi. Bah ça en fait, ouais, je joue quand je suis à la CF, toutes ces variantes là. Ouais. Moi, c'est assez proche du Homa, tout ça. Hein. Le Courchevel, c'est quasiment du Homa. Ouais. Oui, c'est du Homa d'ailleurs. Ouais. C'est du Homa d'ailleurs. Ouais. Et alors, justement, puisque bon, tu joues tout ça, je vais te poser une question. Si je te dis, un autre qui a fait encore une belle perf en horse sur le 50 000. Si je te dis Andy Block. Je connais, oui. Oui, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser, il a déchaté comme pas possible en heads-up contre Chip Reese. Il me semblait qu'il avait il avait calculé qu'il était à tapis dans je sais plus combien de coups en heads-up contre Chip Reese. Exact. Et il était censé, la probabilité que Chip Reese gagne tous les all-in qu'il a gagné, donc il les a tous gagnés puisqu'il a gagné le tournoi, c'était 3%, je crois, ou un truc comme ça, donc. Ouais, alors c'est pas là-dessus que je voulais t'amener. Et d'ailleurs, ils ont fait un heads-up qui a duré, je pense, je crois que c'était le record 14 heures ou 16 heures ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc insensé. Ouais, quoi. Tu veux parler de Blackjack, Iti, c'est ça? Alors, c'est pas à toi que je posais la question, mais oui, mais je voulais justement lui faire venir tout doucement vers ça. Bon, alors, voilà. Oui, c'est de ça. Bon, donc, c'est de ça que je voulais te parler. Ça te dit quelque chose, le Blackjack? Je joue moi aussi au Blackjack. Tu joues à tout alors. Moi je fais tout, ouais. Mais alors je le dis à ceux qui ne le sauraient pas, Andy Block, il faisait partie d'une équipe universitaire qui s'appelait le MIT Blackjack. Donc la grande université américaine, et ils ont remporté des millions de dollars dans les casinos du monde entier, mais surtout aux États-Unis dans les années 90. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Et mon petit doigt m'a dit que tu n'étais pas totalement novice en la matière, Seb. Non, ouais, je m'y suis mis aussi un moment pour plus pour pouvoir me divertir intelligemment que vraiment pour gagner de l'argent, parce que j'ai quand même un meilleur gain horaire, je pense, à jouer au poker. Mais si je me suis entraîné à compter les cartes et tout ça, et avec pas mal de succès, parce que par contre je me suis fait prendre 2 fois aux États-Unis. Voilà, donc, tu t'es fait gauler, c'est pour ça que je voulais te dire ça. Tu t'es fait gauler comme un malpropre. Dans 2 casinos, Monte Carlo et au Palms. Et donc dans les 2 casinos, ils sont venus me voir très très courtoisement. Hein. Ils sont venus me dire monsieur, vous n'êtes plus you're not welcome to play blackjack, machin. C'est pas comme dans les films où on te casse les genoux. Non, c'est extrêmement. Le milieu des casinos à Vegas maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez clean. Donc non, ils sont très polis. En plus, on était à l'hôtel à chaque fois dans ces casinos. Ils nous ont dit, vous pouvez rester à l'hôtel, vous pouvez jouer même aux autres jeux si vous voulez. Vous avez juste plus le droit de jouer au blackjack. Donc voilà. C'est quand même assez cool, maintenant. Alors là, dis donc. C'est plus la mafia qui tient tous les casinos. C'est ça. Il y a un moment, Botermana, qui demande comment est-on repéré, parce que tu comptais sur tes doigts ou? Non, en fait, quand on compte les cartes au blackjack, ce qu'on fait, on doit varier ses mises entre parce que par moment le sabot est plus favorable que dans d'autres, donc en fonction de savoir si le sabot est favorable ou pas, on varie le montant de ses mises. Donc par exemple, moi par moment je pariais $50, par moment je pariais 300. Et en fait, il y a eu une session où j'ai été particulièrement chanceux, où j'ai gagné pas mal. Et où ils ont vu que j'avais changé mes mises, donc ils ont des caméras après où ils peuvent étudier le jeu, et donc ils ont regardé en fonction de quoi ils se mettent à compter aussi, exactement, et donc ils regardent en fonction si je change mes mises en fonction des techniques de comptage qu'ils connaissent aussi évidemment. Et là évidemment assez rapidement ils se rendent compte que oui, donc à partir du moment où ils se rendent compte que oui, c'est assez facile en fait, à partir du moment où ils regardent, s'ils cherchent à le regarder, ils le trouvent forcément. Bon, d'accord. Je trouvais ça rigolo. Vous avez compris, j'espère que ça vous a fait quand même plaisir de faire connaissance avec Seb. Alors, je sais pas, maintenant, moi, je sais pas votre avis. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a reçu un fiche ce soir. J'ai pas l'impression. Je sais pas, je le sens pas comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Si tu parles de moi peut-être, mais en tout cas pas de Seb. Non, je parle de Seb, ouais. Non, là, je crois que on est en bonne compagnie. Seb, vraiment, je te remercie. J'espère. Maintenant, tu sais, on va continuer l'émission, mais je te propose, mais si tu fais ce que tu veux, tu es tout à fait libre de t'en aller si tu as des choses à faire. Mais si tu veux, on va parler maintenant avec Ketor, qui est un de nos coachs, Montoya, etc. De tournoi, de stratégie de tournoi, enfin peu importe, on va discuter ensemble de ça. Si tu veux rester et participer à la discussion, t'es le bienvenu.
Oh, bah moi je peux rester un petit peu, ouais, j'ai pas grand chose à faire, je peux rester une petite demi-heure, je vais peut-être manger après parce que je peux Ouais, pas puis manger, mais là je peux... surtout qu'ils t'ont tollé un petit peu sur, enfin gentiment, mais sur le forum, donc comme ça sera sympa. Voilà. Donc, en mon nom et au nom de toute la communauté, vraiment déjà, je te remercie en tout cas pour ce heads up formidable que tu as accepté avec moi. C'est très gentil. Je te souhaite et on te souhaite vraiment, je te dis encore une fois, le skill que tu as déjà et la chatte qui va avec pour aller très très loin dans ce head game. Tu peux être certain qu'on va te suivre maintenant qu'on te connaît plus et il y aura beaucoup de monde sur le forum qui va dire Seb il en est là, ouais ça y est il a chatté son truc, ah merde il a pris un sale coup. Tu peux être sûr qu'il va y avoir du monde qui va te suivre. Donc, ça fait plaisir. Je regarderai. Je regarde toujours les commentaires sur les forums et tout ça parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent. Donc je regarderai ça, je suivrai les commentaires de près. Ouais bon voilà. Bon alors la deuxième partie puisqu'on était au heads up, c'est simple. Tu vois Seb, j'ai fait un truc assez logique. La deuxième partie, ça s'appelle le Short Ended. On va être un peu plus nombreux tout simplement. Et je vais lancer le générique du Short Ended. Tu veux te faire tailler un Short Ended? Short Ended. Short Ended. Voilà, Short Ended. Bon, vous avez entendu le nom des invités. Eux, c'est pas un mystère. Vous les connaissez bien. Il y a un troisième invité dont j'ai pas parlé, mais je vais vous le présenter tout de suite. Le temps de retrouver mes notes parce que j'ai un tas de fenêtres sur mon ordinateur. Alors voilà, il y a Montoya. Bonjour Montoya, tu es là? Bonsoir. Salut Iti, ouais, je suis là. Ça va, tu vas bien? Très très bien. Alors, est-ce que tu étais content d'entendre parler un petit peu Seb? Là, je suis super honoré en fait. De Balzac, bien sûr. Ouais, si tu veux. Ouais. On n'en avait pas sorti une mauvaise encore, mais ça va venir. Ce n'est que la première. C'est venu, non? Sans commentaire. Ok. Bon, alors ton histoire, toi en MTT, elle commence un soir où tu as rendez-vous au McDo avec des potes. Puis finalement, elle commence pas là, mais ta grande histoire de MTT. Puis finalement, tu dis, je sais pas pour quelle raison, alors tu décides pas y aller, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. C'est que je me rappelais plus du tout que je m'étais qualifié pour le free roll Supernova sur PokerStar. Et je m'étais mis un rappel, sur mon portable. Ouais. Genre 1 heure avant. Et puis, à 5 minutes d'intervalle, j'ai les potes qui m'appellent pour aller manger au McDo, quoi, après un match de foot. Donc, je suis OK, je pars en route pour y aller. Et puis là, j'ai le téléphone qui sonne et qui me rappelle pour le tournoi. Donc, je les rappelle et je leur dis désolé, j'ai un tournoi important à faire, je retourne chez moi. Et puis, si je bosse assez rapidement, je vous rejoins. Mais fort heureusement, je les ai jamais rejoints. Oui, parce que là, ça aurait été le Big Mac le plus cher du monde. Parce qu'il l'a gagné, ce free roll Supernova. Il a fait 95K. Voilà. Donc, GG, hein. GG. Félicitations, c'est beau ça. Merci. C'est quand même pas mal. Et en plus, il n'était pas Supernova, tu étais Platinum à l'époque. C'est ça, ouais. J'étais Platinum et j'ai fait un satellite. Voilà. Bon, voilà. Alors voilà, donc les présentations sont faites avec Montoya. Alors notre deuxième invité, c'est Player6860. C'est comme ça, il s'appelle comme ça. Bonjour Player6860, tu es là? Ouais. Salut. Bonjour, bonsoir. Il est timide. Mais je l'entends pas très bien. J'ai entendu une phrase, mais tu es bien là? Ouais, je suis là. Ah ok, d'accord. Comme il m'avait dit que sa connexion des fois déconnait un petit peu. Alors là, si vous allez, alors il joue pas aussi haut que Montoya. C'est on va dire entre parenthèses, un joueur débutant, qui est pas tout à fait débutant, mais qui joue des petits buy-in pour l'instant. Mais si vous allez voir ses stats, donc sur les MTT au départ entre 0 et 5 $, vous allez regarder son roi, il a 1109 de roi. Ok. Sur les 5-10, après il est monté un peu. Là il a 250 de ROI. Ok. Après vous regardez les 10-20, parce qu'après il est remonté, il a 852% de ROI. Puis après il a fait les 20-40. Et les 20-40, il a 229% de ROI. Bon, alors là, il en est là, pour l'instant. Mais en plus, ça, c'est juste pour full tilt. Parce qu'il joue sur d'autres sites.
Et avec par exemple, et si on prend en compte les perfs qu'il a fait sur les autres sites, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il explose les 500 en moyenne de ROI ou peut-être plus, j'en sais rien exactement. Donc, écoute, je crois que je pouvais pas faire autrement que de t'inviter. Donc, Player 6860, c'est son nom sur le forum, son pseudo. Sinon, c'est Denis, ton prénom, c'est ça? Olivier. Alors, c'est Olivier. Denis, c'est son nom, donc c'est Olivier. Olivier, je sens un petit accent chez toi. Tu serais pas belge, toi, par hasard? Ouais, bah écoute, on me fait jamais le coup. Je savais pas que j'avais un accent, mais... Un tout petit peu. Maintenant, je le sais. Alors, on va vérifier ta Belgique. Tu sais que j'ai un petit test, moi. Alors, je vais te dire une phrase et puis tu vas la répéter après moi. T'es prêt? Ouais, vas-y. Alors, 8 plus 8 égale 88 888. 8 plus 8 égale 88 888. Et voilà, ça marche à chaque fois. Il est bien belge, ça c'est clair. Et parce que, par contre... Explique, là, je piche pas. Oui, parce que tu as un gros carton rouge, tu piches pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais écouté une seule émission de Calling Station. Voilà, maintenant, il y a plein de podcasts, je t'en ai parlé, tu auras écouté. On a un maître étalon, c'est Maxi Pouce. Maxi Pouce, lui, c'est mon maître étalon. Et grâce à lui, je peux voir la belgitude de chacun. Et en fait, 8 plus 8, nous on dit, et toi tu fais 8 plus 8, en gros. Moi, je sais pas le faire, hein, mais tu vois, en gros, c'est ça, quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les Belges. D'ailleurs, tu demanderas à David Ikitaï, de toute façon, il part toujours all-in quand il a une paire de 8, et c'est comme ça, voilà. Alors, on va parler un petit peu de stratégie plus tard. Je vais présenter notre troisième invité. Notre troisième invité, c'est Ketor. Salut Ketor. Salut. Ça va bien? Bah oui, ça va. Alors, Ketor... Je suis un peu triste que tu me présentes en dernier. Mais... non, c'est aussi un honneur, tu sais, c'est la vedette qui arrive en dernier. Il y a le premier ou le dernier, ça dépend. Voilà. Alors, écoute, voilà, c'est ça. Bon, Ketor, vous avez entendu le personnage tout de suite. De toute façon, il peut pas faire autre chose que râler. De toute façon, ça va jamais. Alors, il est connu également par le petit sobriquet de Gator. Hein? Voilà. Bon, je pense que c'est inutile de te présenter. Tout le monde sait que tu es un coach de MTT, mais également un des mecs les plus chiants et les plus susceptibles du site, quoi. Bon, tu trouveras toujours une bonne raison pour avoir le dernier mot, etc. Et tu viens de le prouver encore une fois. Et mais c'est vrai ou pas? C'est quand je dis que t'as raison. Je faisais pour prouver ton point, là. Ah, d'accord, oui. Ah, tu avais anticipé. Tu as une bonne lecture, alors. D'accord. Alors, je voulais inviter aussi d'autres gens. Il y en a 2-3 qui ont perfait, un petit peu comme Player 6860, Olivier. Il y avait Fowan aussi. Bon, mais il pouvait pas, là, ce soir. Alors, pareil, il joue des petits buy-in aussi, contrairement à vous qui jouez un peu plus haut, qui n'arrête pas de perfer comme un malade mental du MTT. Hein. Chaque jour, il nous fait, tiens, j'ai été premier, tiens, j'ai été deuxième sur des files de 1000 et quelques joueurs à chaque fois. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de ces perfs là? Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà conclure que ce sont des bons joueurs de MTT? Parce qu'ils débutent, c'est des gens qui sont pas là depuis des années quand même. Hein. D'ailleurs, Olivier, ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait 3 mois que je joue en MTT. Voilà, c'est très 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 jeune, 3 mois. Hein. Mais des performances comme ça, c'est énorme quand même. C'est sympa. Ah oui, non mais bravo, vraiment, franchement. Mais est-ce qu'on peut en conclure, alors Ketor en tant que coach, ou Montoya, je ne sais pas, Seb aussi, tu peux peut-être répondre, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions, quoi, sur une période aussi courte? Moi, je presque envie de demander, est-ce qu'on peut avoir un edge en MTT du meilleur général ou est-ce que c'est juste des flips? Absolument, bonne question. Si, bien sûr, on peut avoir un edge en MTT. Est-ce que tu penses que ce sont que des chattards? Le tournoi, est-ce que le poker de tournoi est vraiment un poker? Bon, pour ceux qui suivaient pas, qui pose la question? Alors c'est Seb qui posait la question. Voilà. Hein. Non, mais ça, parce qu'il y a toujours une animosité entre joueurs de tournoi et joueurs de cash game, et donc chacun défend son clocher. Donc, mais en façon, une boutade. Non, mais je pense que c'est assez clair qu'on peut avoir un edge, mais le problème c'est que le long terme arrive après tellement longtemps que parfois. Ça, il y a une variance énorme. Pour moi, le long terme n'arrive même pas avant la fin d'une vie, donc c'est un peu. Si tu joues que des tournois live, par exemple. Ouais, et en tournoi live, il faut plusieurs vies. En tournoi live, il faut plusieurs vies pour arriver au long terme. Bon, après, s'il y a des gros grinders comme genre Sean Dib et tout ça, je pense que c'est eux, bon, ils atteignent le long terme. Ils ont joué suffisamment de tournois pour que ça devienne significatif et avoir un ROI qui est proche de leur ROI réel. Oui, parce que c'est des mecs qui balancent 30 tables par session ou des trucs comme ça, quoi. Ah, c'est ça. Je sais pas combien il peut jouer, mais il doit jouer 40 MTT par jour, je pense, tous les jours. Donc, ça fait quand même du volume. Voilà, ça c'était pour ma. Enfin, si tu me demandais si on pouvait dire que Montoya ou
Player 68 ou Flow One sont des bons joueurs, bah, je pense que c'est difficile d'en tirer conclusion juste parce qu'ils ont fait quelques perfs en quelques semaines. Bon, ils ont sûrement un niveau meilleur que le joueur moyen des MTT. C'est juste que là, faut pas s'attendre à ce qu'ils gardent ce rythme de croisière tout le temps, je pense. Ouais. Ça sera un peu irréel. Ouais, non, mais justement, ouais. Non, mais après, il faut être un peu réaliste. Mais bon, ceci dit, il y a quand même quelque chose. On peut pas, parce que ces mecs-là, ils ont pas fait que chatter quand même. C'est pas possible. Alors, je sais pas, Olivier. Je sais pas si ce serait possible pour un fiche de faire autant de Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a justement 3 mois de MTT, tes performances, ça fait quand même, tu joues quand même pas mal, mais bon, ça fait pas énorme. Est-ce que tu penses, en étant objectif, que tes résultats sont dus uniquement à ta chance ou vraiment parce que tu as vraiment étudié les choses, que tu sens les trucs, etc. Comment tu sens ça, toi, dans ton fort intérieur? Je t'avoue que j'ai encore un peu du mal. Après mes 4 premières perfs, on me disait ouais, c'est de la chance, faut pas s'attendre à ce que ça continue. Puis j'en ai encore fait une dizaine. Donc c'est un peu difficile à dire. Mais je pense que au low buy-in, les joueurs à l'approche de la table finale sont vraiment scared money à fond. Et il y a moyen de styler presque tous les coups. Donc là, on a vraiment un avantage en jouant agressif et on gagne les tournois assez facilement. Bah, c'est exactement le même raisonnement. Hein. Seb en parlait tout à l'heure sur des tournois bien plus hauts. Finalement, en fait, tu as compris déjà plein de choses, quoi. Et donc, tu as un edge, finalement. Après, peut-être que tu passes tes comptes flip en ce moment plus facilement. Tu as moins d'explosions. Tu perds moins tes 80-20 que certains. Je sais pas si tu as un rush ou pas, mais en tout cas, tu as déjà une expérience qui te permet justement d'exploiter certains moments du tournoi, comme la bulle, comme l'approche de l'ATF, etc. Donc ça, déjà, je pense que tu sais, dans les petits buy-in, la moitié, enfin, je dis la moitié, les 3/4 des joueurs, ils savent pas ça, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Et puis bon, ils n'ont pas envie d'être éliminés, ils ont envie d'aller le plus loin possible, donc ils ont peur. Et toi, tu joues la gagne, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, tu t'en fous de sortir. Pour donner un exemple, à une table finale, sans toucher beaucoup de mains, juste en stylant avec Any2, je suis arrivé à un stack qui faisait 10 fois le stack du deuxième, quoi. Ah oui, d'accord. 10 fois le stack du deuxième, c'est énorme. Mais oui, un autre MTT, même avec une big blind en heads up, il lui restait plus qu'une big blind, le mec il foldait encore, quoi. Ah bon? C'est pas optimal, ça. Non, c'est pas tout à fait. Ils sont vraiment débiles. Ah oui, là, t'es tombé quand même sur un sérieux fiche, ouais. Ouais, ah oui, d'accord. Une big blind, il arrive à folder, bah c'est fort, ouais. Bon, d'accord. Bon, là, c'est vrai que c'est dans des tout petits buy-in, on peut pas comparer avec ce que jouent d'autres joueurs plus hauts, mais quand même, bon... Non, mais le principe, je pense que le principe est le même sur tous les tournois. Les gens sont trop scared money à la bulle et à la bulle de la table finale aussi. Et donc forcément c'est exploitable. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est pour l'instant universel sur tous les tournois que j'ai vus, quel que soit le niveau, quoi. Oui, mais d'un autre côté, Seb, maintenant lentement mais sûrement tout le monde le sait, ça, non? Quel joueur va, enfin, pour les petites limites de nos joueurs qui débutent, je comprends, mais toi à ton niveau. Vegas, je comprends aussi parce qu'il y a plein de fiches. VSOP, c'est sûrement le tournoi le plus fichi du monde. Mais, pour les autres tournois, enfin, je veux dire, quand tu vas aller jouer le 50 000 K de buy-in, ils connaissent tous. Ils connaissent tous. Non, pas forcément, parce que déjà dans le 50 000, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui seront au-dessus de leur bankroll et qui pour eux la bulle ce sera vraiment un moment énorme. Je veux dire parce que, enfin, là, ce sera une bulle à 100 000, quoi, ça veut dire. Donc une bulle à 100 000 pour beaucoup d'argent, ce sera vraiment, enfin pour beaucoup de gens plutôt, ce sera énormément d'argent. Et du coup, ils seront peut-être un petit peu en panique de ça. Donc même s'ils savent que c'est pas optimal ce qu'ils font, ils le feront parce qu'ils auront juste peur de perdre. Et voilà. Et puis après, il y a aussi des gens qui gagnent des satellites. Alors les gens qui mettent, bon peut-être pas pour un tournoi à 50 000, mais disons pour un tournoi World Series à 2500, il y a des gens qui se sont qualifiés pour $300 et arrivés à la bulle, ils peuvent gagner $5,000. Eux, ils préfèrent sacrifier un petit peu d'equity et assurer les $5,000 plutôt que de jouer la gagne et peut-être ne pas toucher les $5,000 parce que bon, quand c'est pas des joueurs de poker pro, $5,000 c'est énormément d'argent, quoi, pour des gens qui sont pas pros, donc. Ouais. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais tu penses vraiment, là, je suis étonné par ta réponse par rapport au head game, là, à 50 000. Tu penses qu'il y aura des gens comme ça, Scarmoney, à $50,000? J'ai l'impression qu'il y a que des pros, moi, là-dedans.
Ah non, il y a que des pros, mais les 3/4 des pros sont brocs, hein, donc même pour eux, c'est. Ah ouais. Et puis, ouais, mais il y a plein de gens qui le font, comme je disais tout à l'heure, qui le font pour passer à la télé, hein, qui savent qu'ils sont pas plus sauvés dans le tournoi. Et ils le font juste pour pouvoir passer à la télé, pour avoir de l'exposition. Et eux, ils calculent, enfin, eux, ils veulent juste récupérer leurs $50,000. Si en plus ils gagnent $50,000 de plus, c'est bien. Mais ils cherchent même pas à jouer la gagne particulièrement, quoi. Ah bah dis donc, ça c'est une info intéressante. La plupart des pros sont broke. Bah beaucoup, en tout cas, oui. Dans les joueurs de live, en tout cas, oui, il y en a énormément. T'as des noms à dénoncer là ou bien? Ouais, je connais pas très bien, mais je veux dire, à chaque fois que j'ai connu des joueurs de live que je connaissais un peu mieux leur situation financière et tout ça, il y en a un nombre absolument hallucinant qui sont complètement brocs. Par exemple, quelqu'un comme Scotty Nguyen qui a gagné le 50,000 horse d'ailleurs. Oui, il a gagné, exact. Il a gagné 50,000 horse et il y a des gens qui ont failli se battre, même des grands joueurs de poker qui ont failli se battre quand il est parti, quand il est parti cash out, donc ils lui ont donné 2 millions ou un truc comme ça, enfin le gain de la première place en cash. Et il y a quasiment des gens qui se sont battus parce qu'en fait, il était stacké pour le tournoi, c'est-à-dire il jouait pas sur son argent, donc il devait redonner une grosse partie des gains aux gens qui l'ont backé, quoi, qui l'ont stacké. Et il y avait aussi, donc il y a eu une bataille entre ces gens-là et des gens qui lui avaient prêté de l'argent il y a longtemps. Et donc il y avait une bataille pour savoir qui était prioritaire sur qui. Est-ce que ceux qui avaient une dette à long terme étaient prioritaires sur les stackers ou machin? Et donc voilà, donc juste pour dire à quel point il était broke, il a gagné 2 millions ou 3 millions sur le tournoi. Et malgré ça, il n'a pas réussi à rembourser toutes ses dettes, quoi. Mais Scotty, il n'est pas sponsorisé. Il l'est maintenant, je crois, pour une room un peu obscure, expect bet ou un truc comme ça. D'accord. Il l'était pas à l'époque. Je suis pas sûr que ce soit un contrat énorme de toute façon vu la taille de la room. Mais bon, voilà. Donc c'est un mec qui a gagné, enfin qui est très en vue quand même, qui est extrêmement connu. Ah oui. Ouais. Il a gagné le plus gros tournoi de l'année, enfin après le main event, quoi, disons le 50,000 horse. Ouais. Et il n'arrivait pas à rembourser ses dettes en gagnant le tournoi. Donc c'est terrible. Ça en dit long sur le niveau financier de pas mal de joueurs live. Ouais, en plus, lui, bon, il a un style spécial, mais c'est pas un mauvais joueur en plus, quoi. Je l'ai jamais joué, je l'ai absolument jamais joué, donc je peux absolument rien dire sur son niveau. D'accord, ok. Oui, d'ailleurs, c'était pas la question, mais bon. Enfin, c'est effrayant quand même de penser à ça. Ça fait un peu froid dans le dos, hein. Quand on débute le poker et qu'on a envie de passer pro, par exemple, ça peut éventuellement refroidir, quoi. Ah bah après ça dépend, il y a un peu deux types de joueurs. Il y a les niveaux, enfin les joueurs d'internet généralement ont une meilleure gestion de bankroll et oui voilà, ouais. font plus attention que les joueurs de live. Les joueurs de live sont généralement un peu plus foufou, ils comprennent moins bien la variance, en général ils ont une compréhension théorique qui est beaucoup moins bonne, donc ils comprennent beaucoup moins la variance et du coup ça fait qu'ils se retrouvent plus souvent un peu sur le carreau, quoi. D'accord. Oui, il paraît aussi qu'il y a pas mal de joueurs pros qui ont un peu des addictions au jeu. Enfin, il y a des joueurs qui jouent au craps ou à la roulette. D'ailleurs, Tom en parlant de ça, il y a Tom McEvoy, donc qui est un joueur qui est quand même relativement connu, qui a gagné pas mal de bracelets. Il a vendu son dernier bracelet sur eBay pour $5,400. Ah, c'est pas Tom McEvoy. Non, c'est pas Tom McEvoy. C'est TJ Cloutier. TJ Cloutier. Mais tu sais que le mec lui a rendu. Ah, il lui a rendu le mec? Ouais. Ça. Je sais pas, où il lui a revendu ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais il l'a récupéré ou je sais pas, parce qu'il devait l'aimer ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Et il a été obligé. TJ Cloutier, une légende. Ouais. Mais voilà, c'est pareil, c'est une légende et il en est quand même rendu. C'était pas pour la blague qu'il l'a fait vendre le bracelet, c'était pour. Pour de blé, il avait besoin d'argent, ouais, bien sûr, ouais. Des infos à méditer. Apparemment. Mais il y avait d'autres trucs comme ça. C'est comme il y a certains joueurs de poker assez connus. Par exemple, dans la salle pendant les World Series, il y a une salle qui est dédiée spécialement aux satellites. Donc il y a des tournois satellites qui sont organisés pour les tournois du lendemain. Et là, il y a des joueurs de poker assez connus qui viennent et qui demandent à se faire stacker quasiment aux passants qui passent dans la salle. Est-ce que tu peux me stacker pour le tournoi, machin, nanana. C'est assez incroyable à voir, quoi, alors que c'est des joueurs qui sont censés être connus, on pourrait imaginer qu'ils aient une vraie bankroll, en fait. Non. Ils font la manche quasiment, quoi. C'est la cour des miracles. C'est quasiment faire la manche, c'est quasiment faire. Oui, un peu. Ah oui. Ouais. Et donc au final, est-ce que tu sais combien de joueurs gagnent vraiment leur vie bien avec le poker? Le pourcentage, je saurais vraiment. Non, en pourcentage, je saurais pas dire. J'ai une vague idée de combien de joueurs de poker arrivent à gagner leur vie en France. Sur Internet, en tout cas, j'estimerais ça autour de 200 à peu près, 200-300. C'est une vague estimation, mais on se connaît quand même pas mal. On a même des forums privés entre joueurs de poker sur Internet. Donc j'ai à peu près une assez bonne idée, je pense. Bon, après évidemment, il y en a toujours qui sont
un peu dans leur coin que je connaîtrais pas. Mais j'estimerais ça. Alors après, en pourcentage, je serais absolument incapable. Il y a un chiffre qui revient souvent, on parle de 12%. J'ai lu des interviews aussi de poker room managers, de gens qui ont qui gèrent donc une poker room sur internet, qui disaient effectivement que ça tournait autour de 10% de 10% de joueurs gagnants. Après, voilà, est-ce que c'est 10% qui sont plus levés sur le long terme, ou est-ce que c'est 10% contenant ceux qui ont acheté un tournoi mais qui sont levés moins? Enfin, je veux dire, c'est difficile à dire. Faut mettre des règles assez strictes. Donc ils peuvent être gagnants, mais juste de 2-3$ par an, donc c'est pas très. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'un joueur qui s'inscrit et qui joue 3 free rolls, qui gagne $20 en free roll et qu'il est cash out, il est considéré comme gagnant? Voilà, enfin, il y avait des études qui avaient été faites à long terme, et justement pour savoir qui tenait le coup sur une période de 5 ans. Ils étaient tombés sur, bon, c'est un peu vieux, ça a quelques années, mais ils étaient tombés vraiment sur 12%. Donc, imaginons que c'est bougé un petit peu plus ou moins en haut, en bas, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas. J'estimerais, qui sont gagnants, j'estimerais ça dans ces eaux-là. Ouais. À long terme, pas plus. Bon. Ben les gars, on a de l'avenir, hein. C'est super rassurant. Bon, une petite question un petit peu générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit spécifique à avoir pour jouer des tournois? Évidemment, c'est très différent des cash games. Donc, quelles sont les qualités requises? Je veux dire, pour ne pas avoir peur de perdre. Ouais, voilà, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, tu joues la gagne, donc pas avoir peur de perdre. Ouais, c'est-à-dire que tu vas prendre les conflits, par exemple. Ça dépend, pas en début de tournoi. En fin de tournoi, quand tu as déjà investi de l'argent, il n'y a pas le choix, quoi. Les stacks sont tellement petits, on les joue, quoi. Oui, tu veux dire, ouais, les stacks, ouais, par rapport au niveau de blinde, ouais. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec sa réponse. C'est vraiment les qualités d'un joueur de tournoi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, quoi. Faut pas chercher à éviter de sortir de tournoi, c'est un peu inévitable en fait. Plutôt, ce que je dis, c'est qu'on joue toujours les tournois pour les gagner, pas pour ne pas le perdre. Tu avais fait une vidéo, je crois que c'est ta première d'ailleurs, qui expliquait un petit peu ça. Enfin, tu survolais un petit peu ça, mais tu disais, bah là j'y vais. Ça rentrait un peu dans ce sens-là. C'est vraiment, faut avoir un mental un peu d'acier pour jouer des MTT, quoi. Déjà pour supporter la variance et puis pour avoir les couilles d'y aller quand il faut, quoi. Oui. Ce qui me passe l'expression. Ouais, supporter la variance, c'est-à-dire aussi supporter la frustration, parce que c'est très frustrant, hein, puis ça peut durer longtemps, hein. Là, pour un joueur online, bon, il en joue beaucoup. Le live, c'est vachement dur, hein, et puis ça peut durer comme ça pendant des dizaines de MTT à déchatter, donc il faut quand même... J'imagine que le live, ça va être encore pire, parce qu'en MTT online, on joue 6 heures pour sortir à la bulle de la table finale, mais en live, on joue 5 jours, quoi. Où tu joues 6 heures, et puis tu peux relancer un tournoi, et puis tu peux en avoir 5 ou 6, 10, 20... Ouais, c'est ça. En live, tu peux lancer plein de tournois. En live, c'est frustrant parce que t'as l'impression que t'as fait que ça, quoi. Donc, ouais, exactement. Ouais, t'as vraiment l'impression d'avoir perdu ton temps. Déjà, online, quand tu finis, quand t'es en fin de session, que t'as plus qu'une table et que tu joues jusqu'à 6h du mat ou quelque chose comme ça, et que tu sors avant d'arriver en TF, la frustration est déjà à son comble, mais j'imagine en live, ça va être 10 fois pire, quoi. Moi, j'avais eu une anecdote comme ça l'année dernière pendant les scoops. Donc les scoops, il y a 3 tournois en même temps. Il y a le low buy-in, medium buy-in et high buy-in. Donc j'avais joué le Deuce to 7 sur les 3 buy-in. Et sachant que j'avais un examen le lendemain à 8h30 du matin, bon, j'avais quand même lancé les 3 tournois qui commençaient à 22h. Donc j'ai sauté du 2100 et du 215 assez rapidement. Et je me suis retrouvé comme un con à jouer le $22 jusque 5h du matin. Donc j'étais deep dans le $22, quoi. J'ai caché $72. Oui, c'est ça, ouais. Et t'étais naze pour ton examen et tout le bordel, quoi. Ouais. Et voilà, j'étais en retard, j'avais pas pu réviser, c'était horrible. La merde. Et je voulais pas le gaspiller, je me suis dit, non, c'était trop con quand même. Oui. À propos de $72, je saute là-dessus pour revenir sur une question d'un de nos membres. Tu parlais tout à l'heure de gagner sa vie au poker. T'estimes qu'à partir de combien de wins par mois c'est 10K, 20K pour être un joueur gagnant au poker, ou tu penses que c'est plutôt par rapport à... Non, enfin comment ça, à partir de combien je considérais qu'il faut ouais, à partir de quel niveau de revenu c'est raisonnable de quitter son boulot pour jouer au poker. Voilà. Je dirais, il faut quand même plus que le salaire normal, parce qu'il n'y a pas l'assurance sociale, il n'y a pas les trucs comme ça, donc il faut quand même mettre un petit peu. Enfin, c'est quand même un sacrifice, quoi. Mais à partir de 5 000 € par mois, je pense que ça vaut le coup pour la plupart des gens, quoi. En dessous, il faut faire gaffe parce qu'il faut quand même mettre de l'argent de côté. Le principe de jouer au poker, c'est quand même vraiment pour mettre de l'argent de côté, parce que c'est pas sûr qu'on pourrait gagner 5 000 € par mois à vie.
Donc il faut que ça vaille le coup, quoi. Si c'est pour gagner le même salaire qu'un boulot normal, c'est extrêmement risqué parce qu'on peut se retrouver dans 2 ans à plus pouvoir pratiquer, ou enfin pas en tout cas dans les mêmes conditions. Et dans ce cas-là, il y en aura beaucoup qui se retrouveront un petit peu sur le carreau, quoi. Donc mieux vaut avoir de l'argent de côté. Absolument, ouais. Là, il faut être plus fourmi à ce moment-là que cigale, quoi. Ouais, il faut être plus fourmi que cigale, et donc faut avoir les moyens qui vont avec pour être parce que c'est assez facile d'être cigale aussi, hein, quand on est joueur de poker. On l'est naturellement, c'est quand même une mentalité de cigale, justement. C'est un peu comme les artistes, hein, c'est pareil. Mais bon, c'est vrai, regarde un petit peu le mec qui va rester en France. Là, toi, tu pars à Londres, bon, tu peux le faire, Ouais. mais le mec qui est entre les deux, qui gagne 3 000, 4 000 euros, il sait pas encore, il a envie de devenir pro, il sait pas trop, est-ce qu'il va... Tu vois, c'est ça. Et puis en plus, quand on est joueur de poker, faut voir que, enfin, en tout cas pour ceux qui traînent, enfin, qui sont amis avec beaucoup d'autres joueurs de poker, souvent c'est un mode de vie assez bas, quoi. Disons, enfin, on dépense quand même pas mal d'argent entre les voyages pour aller à Vegas, pour ceux qui font le circuit de tournoi. C'est bling bling, quoi, hein, de temps en temps. Hein. C'est assez bling bling, forcément. Quand Alors, on est assez jeune, qu'on a beaucoup d'argent, c'est facile. Tu peux dire pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire bala, parce que c'est un mot qui revient souvent, mais... Bala, c'est l'expression américaine pour tout ce qui est un peu... c'est une expression qui est utilisée pour les rappeurs à la base. Ouais. C'est en français, ça irait avec bling bling, quoi. C'est genre... c'est bling bling, ceux qui aiment bien dépenser de l'argent de manière un peu ostensible, quoi. Qui le montrent, qui font... Dès qu'il y a un resto cher... les belles bagnoles, les belles filles, les beaux restos, quoi. Enfin, bon, c'est ça, toujours. Par exemple, forcément, là, il n'y a pas un joueur de poker que je connais qui, quand on va aller à Vegas, qui ira pas, enfin, pour ceux qui vont à l'hôtel, qui iront pas au Bellagio, quoi. Ouais. Personne n'essaiera d'économiser à Bellagio ou Wynn ou Aria apparemment maintenant. Mais je connais personne qui essaiera d'économiser pour aller dans un hôtel un peu plus cheap, alors que bon, dans l'absolu, c'est faisable, quoi. Enfin, surtout qu'en plus, vous n'êtes pas souvent dans la chambre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que dormir à Vegas. Ouais, voilà, on y va pas pour ça. Mais voilà, et puis il y a qu'à voir dans les sorties aussi combien le niveau moyen d'argent qu'on arrive à dépenser, c'est assez. Et donc tu penses qu'il y a que 200 joueurs français qui sont capables de faire ça, qui gagnent un peu plus que 5 000 euros par mois. Que je connaisse, que je sache, et encore plus de 5 000 euros par mois, je suis pas sûr qu'ils gagnent tous plus de 5 000 euros par mois. Si on prend en plus comme critère 5 000 euros par mois. Tu descends à 100. Ouais, je coupe au moins la moitié, ouais. Je pense que je coupe au moins la moitié. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Après, par contre, faut voir que j'englobe pas les joueurs qui jouent dans les casinos et tout ça. Par exemple, il y a des joueurs réguliers à la CS, il y a des joueurs réguliers à Monaco, qui eux arrivent peut-être à faire des mois comme ça aussi. Donc voilà. Oui, mais tu vas rajouter quoi, une dizaine de joueurs? Probablement pas plus, ouais. Ouais. En gros, même 20, allez, si tu veux, mais c'est pas. Tu dirais combien de joueurs français je demande à Cyril, il donne limite. Ouais, tiens, oui. Cyril, bonjour Cyril. Beaucoup plus, tu dirais? Ok, Cyril dit beaucoup plus de joueurs qui gagnent plus de 5 000 euros par mois en France au poker. Ok. Bon, Cyril donne limite de Team Limpers dit beaucoup plus. Ça va vous permettre de faire un side bet, alors on vérifiera après. Vous allez pouvoir dépenser encore d'argent. Je voudrais bien faire un side bet là-dessus parce que je pense que j'ai le bon côté, mais il y a jamais moyen de vérifier, quoi. Il n'y en aura jamais de source. L'INSEE fait pas encore de statistiques là-dessus, donc. Et ça va venir maintenant, ça va devenir légal. Ouais, c'est pas forcément une bonne chose, mais non, ça c'est autre chose. Non, encore moins là si ça devient légal, je pense, de gagner. Ouais, ça c'est clair que ça. Pour ceux qui vont rester en France, en tout cas, ce sera pas. C'est peut-être plus difficile, ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, faut voir, parce qu'on en discutait justement de ça. On pense aussi. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent que bon, il y aura moins de joueurs, ça c'est sûr, mais que le niveau des tables sera plus faible aussi. Ah bah oui, donc le win rate va exploser, si tu veux, tu vois. Oui, le win rate va exploser, mais en NL combien, quoi? Parce que le truc, c'est que la NL 100, la NL 100 et 200 va être à un niveau pathétique, quoi. Voilà. Mais pas à ton niveau. On n'ira pas multitabler la NL 5000 sur des sites français, quoi, je pense. Ouais, non, c'est ça. Voilà, pas à ton niveau, évidemment. Pour toi, c'est pas bien. Ouais, on est d'accord. Mais c'est un bon point. C'est vraiment ça qui est pour les joueurs de ton niveau. Par contre, pour les joueurs de mon niveau qui jouent pour les gens NL 100 et NL 200. Pour les joueurs qui jouent les tournois ou les joueurs qui jouent les comment dire, en NL 100 ou 200 ou en dessous, là pour le coup je pense que c'est une occasion formidable, une opportunité formidable. Ouais, moi j'attends. Le niveau, rien à voir avec le niveau qu'il peut y avoir sur actuel, quoi. Le problème aussi c'est pour ceux qui jouent pas en hold'em, je pense, vu que il y aura pas trop de là il y aura rien. Non mais là il y aura carrément rien. Ouais. Moi heureusement comme je suis installé à Londres maintenant, je pourrais toujours jouer sur le PokerStar
sur PokerStars, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça sera impossible de rester en France et de jouer autre chose qu'en random, pas du coup. Bah t'imagines, tu restes en France, t'as même pas le droit de jouer sur PokerStars. .com en tout cas. Là, t'es emmerdé quand même en étant membre de la Team Pro. Ça le fait pas. Bah ouais, non, c'est ça. Bah c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis installé à Londres, quoi. Bon, mais toi, ton cas est un peu à part parce que tu peux te permettre de le faire. Mais c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est un problème. Mais pour nous, les joueurs à faible buy-in, je pense qu'on va pouvoir peut-être exploser bien nos win rates et gagner plus. Enfin, j'en sais rien. On verra. Ça, c'est pas impossible, ouais. Pour les en dessous de la NL200, je pense que c'est même probable. Voilà, dans ces limites-là, bien sûr, en dessous de ça, ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas le sujet de ce soir. Alors, pour revenir un petit peu au sujet, il y avait une question de The Clown, le clown. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas, je le salue. Qui posait une question inquiétante, mais la question est générale. Combien de tables joues-tu quand tu veux plus miser sur le focus, dit-il, donc c'est-à-dire quand tu veux jouer ton A-game, on va dire, à partir de combien, quand tu fais du multitabling, est-ce que y a une limite de tables C'est une question pour moi, ça, c'est pour tout le monde, pour tous les gens des MTT, mais tu peux répondre en premier, Seb, bien sûr. Mais toi, c'est compliqué parce que les autres derrière ils jouent du no limit. Mais toi en head game ou en hors, c'est le multitabling, ça commence à devenir un peu complexe. Hein. Oh, j'arrive à jouer quand c'est du 6 max et que les tables sont pleines à 6, quoi. J'arrive à jouer 4 tables quand même. Voilà, mais 4 tables, ouais, c'est déjà un max. Hein. Ouais, c'est le max. Ouais. Sinon, on est se concentrer, Mais bon, je vais laisser le genre 4 tables, c'est déjà énorme. Mais c'est déjà bien. Tu comptes les cartes ou quoi dans les variantes de stud, c'est quand même compliqué, quoi. Bah, c'est-à-dire tu perds des infos. On perd des infos dans les variantes de stud et tout, ce qui est dommage. Mais bon, le gain horaire est quand même meilleur. Mieux vaut gagner un petit peu moins sur chaque table, mais multiplier par 4 que gagner le maximum sur une table, mais multiplier par 1, quoi. Ouais, ok. Alors, Ketor, toi, par exemple, qui fait... bon, tu vas te mettre au Deuce to 7, on le sait, mais... mais pour l'instant, tu joues beaucoup en no limit. Tu fais combien de tables ? Le maximum que je me fixe en général c'est le dimanche, parce que c'est le dimanche où il y a le plus de tournois, donc là au maximum j'ai 12 tables. Mais bon là je mise vraiment sur le multitabling et je pense que la question de Clown c'était plutôt si je voulais vraiment me concentrer sur un tournoi, combien j'en jouerais. Ouais. Et donc là c'est maximum 4 quoi. Par exemple quand je vais jouer les scoops ou quoi, des events avec des structures plus deep, là j'essaierai d'avoir 4 tables maximum. Enfin, je pense que c'est plus important de se concentrer quand je joue des events un peu plus deep, vu qu'il y a plus de jeux. Avec sur les MTT normaux online, la plupart du temps on a un stack de 20 big blinds, donc c'est pas très important de se concentrer. On peut jouer assez mathématiquement. D'accord. Bah bonne réponse. Et Montoya ? Ouais, bah moi en fait, ça dépend du buy-in. Si c'est du buy-in en dessous de $100 en fait, j'aime bien multitabler en fait comme Gator jusqu'à 10-12 tables. Mais quand je fais des buy-in assez élevés, vers 300 et au-dessus jusqu'à $500, je suis un monotableur en fait. J'aime bien faire une seule table et vraiment faire du profiling de joueurs, c'est-à-dire je regarde vraiment tous les coups de chaque joueur depuis le début et j'ai aucune distraction à part une seule table quoi. Et c'est vachement efficace. Bien sûr. Ouais, ok. Tu veux pas perdre d'infos. Faut déjà avoir des bonnes qualités, je pense, pour jouer une seule table. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Je suis trop vite distrait. Si je joue une seule table, j'allais voir sur Internet, regarder la TV. Moi, je suis pareil. Moi, je suis pareil. Même avec 2 tables, je suis sur tout plus tout le temps. Je suis incapable de rester. Enfin, je m'oblige maintenant pour pas perdre trop d'informations, mais c'est un défaut que j'ai aussi. Mais ça, faut travailler dessus parce que c'est pas bon. Ça coûte de l'argent, ça. Ouais, non, moi, je mets mon iPod pour me distraire, on va dire, de la musique, quoi, mais c'est tout. Je me focus à fond sur les joueurs et ouais, enfin comme du live en fait quoi. Exactement. Ouais, comme du live là, tu décris exactement comme du live. Mais là, c'est parce que les buy-ins sont plus hauts, donc bon, on peut pas parler de scare money, mais peut-être parce que quand même, bah là, tu te dis c'est plus important $500 que 100 quoi. Non, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus réfléchi et tu vas faire des moves beaucoup plus réfléchis que sur des $100 quoi. Parce que tu sens que le niveau est plus haut. C'est très net. Sur un $100 rebuy, par exemple, le niveau est beaucoup plus élevé que sur un $50, un DNG ou un Sunday Million, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Et Olivier, toi, tu multitables ? Je fais 6 tables en général. D'accord. Mais je trouve déjà ça beaucoup, honnêtement. Des fois, j'ai un peu du mal. Je pense que 4, ça serait mon optimal. D'accord. Bon.
Vous semblez un peu d'accord sur le fait qu'il ne faut pas en jouer trop, mais deux d'entre vous, en tout cas, Ketor et Seb, vous avez du mal à vous discipliner, quoi. C'est ça. Ouais. Mais ça, par contre, je pense que c'est vrai que la plupart des joueurs de poker, la plupart des joueurs de poker ont les mêmes caractéristiques. On joue toujours plus de tables qu'on devrait. On pense toujours qu'on a un edge plus grand que l'edge réel. On pense toujours qu'on est plus malchanceux que ce qu'on est vraiment. Et pour le nombre de tables, ça en fait partie. Il y a plein de joueurs qui jouent au moins 2-3 tables de trop que ce qu'ils peuvent vraiment faire, quoi. Mais bon, c'est dans. Je ne suis pas Après, là. pour les tournois, c'est aussi comme Sébastien disait que il vaut mieux parfois jouer 4 tables et avoir un plus faible win rate qu'en jouer une et avoir un win rate mais qui sera pas multiplié par 4. Oui, d'accord. Ouais. Pour les MTT, c'est un peu ce principe-là le dimanche, parce qu'il y a tellement de bons MTT le dimanche. Le dimanche, les fields sont vraiment super soft et finalement, il vaut mieux en jouer un peu trop parce que parfois passer un MTT le dimanche qui est super soft, c'est moins rentable que de se concentrer un peu plus avec une table en moins. Enfin, je pense. D'accord. Ok. Ah ouais, si, ça c'est sûr. C'est sûr que ça vaut le coup. Mais après, il y a un point limite aussi. Il y a un point où si on ajoute une table, disons chaque table qu'on ajoute, ça fait perdre un petit peu de rendement sur les tables précédentes. Mais bon, la nouvelle table est plus sevée, donc ça compense. Mais il y a un niveau où, en ajoutant une nouvelle table, ça diminue de trop le retour sur les tournois d'avant, donc ça coûte de l'argent. Faut savoir, c'est pas facile de savoir exactement où est-ce qu'il est le point maximum, mais. Ouais, c'est un peu. On peut pas vraiment on le essaye, savoir ça tâton, hein. C'est difficile de savoir directement que c'est un peu. Mais bon, il y a des signes, quoi. Quand on commence à time out, quand on commence à se retrouver. Je pense que le signe le plus avancé, c'est quand on se retrouve dans des pots à la river où il y a vilain qui shove et que toi t'as top pair et t'as aucune idée de ce qui s'est passé. Voilà. Ouais. Là, ça c'est un moment où c'est là que tu dis que tu joues trop de table, quoi. Alors je sais, j'ai essayé. Alors mon repère il est simple, hein, c'est que quand je commence à envoyer, parce que je fais du mix game aussi de temps en temps et du horse comme ça en dilettante, mais quand je commence à envoyer avec ma paire de rois en rase. Je sais que là, il faut que j'arrête. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Chaque fois que j'ai multitablé à 4. Dès qu'on fait des misclicks, dès qu'on time out, dès qu'on se retrouve dans des gros pots sans avoir la moindre idée de ce qui s'est passé, c'est clairement des signes qu'on joue trop de tables, quoi. Ah ouais, puis en marrant, tu sais, en disant l'autre, si t'as vu la vitrine de merde, il a 2, 3 et 5, dis donc. Ouais. Tu vois, bref. Bon, et sinon, Montaya, directement, il y a Gemo qui s'intéresse à ta vie privée. T'as fait quoi de ta somme là que t'as gagnée au free roll 95K quand même. Ouais, j'ai pas fait de folie. Hein. J'ai cash out presque tout et j'ai tout placé en fait. Ah. J'ai vraiment pas fait de folie. Bon, d'accord. Voilà. Je suis pas un flambeur. Je suis pas quelqu'un qui va faire des folies. Non, je suis. Très bien. On peut dire que ça a quand même un peu changé ta bankroll vu que tu joues quand même maintenant des $300 ouais, ça c'est clair. Bah ouais. Ouais, voilà, tu jouais pas ça avant. Ça c'est. Ah bah non. Ça, c'est clair. Donc même si tu les as cash out, tu considères quand même qu'ils sont dans ta bankroll, quoi, en gros. Bah j'en ai gardé. Ouais, je considère que ça fait partie de ma bankroll. Ouais. Mais bon, elle est pas dans ma bankroll sur PokerStars, quoi. Mais est-ce que Mais j'ai quand même suffisamment sur PokerStars pour pouvoir jouer tout ça. Hein. Ouais, d'accord. Oui. Oh bah ça va, oui, quand même, oui. T'as gardé un petit peu, quoi. Ouais, j'ai gardé. Et tu continues à gagner un petit peu en plus. T'avais fait une belle perf presque, mais t'es passé à côté d'un 300 là, je sais plus quoi là. Ouais, la semaine dernière, avec j'ai un fait gros fil, sur un gros fil d'un plus. $320, ouais. Et puis j'ai fait aussi sur le FTOPS il y a quelques jours là, le $100 rebuy. On était 2000 et puis j'ai fini 26e, je crois. Ouais, c'est un peu frustrante. Je te remercie l'équipe de te rappeler ces bons moments. Oui, mais c'est beau quand même. Bon, c'est frustrant, mais c'est beau. Je veux dire, bon, c'est quand même sympa, quoi. Surtout que sur ces genres de tournois, il y a quand même au bout d'un moment des bons joueurs qui s'inscrivent quand même. Ça commence à être... Non, mais sur le début du tournoi, du $100 rebuy FTOPS, par exemple, c'était plein de fiches. Oui, bien Arrivé sûr. à la bulle, c'était monstrueux, comme c'était scared money à fond, mais un truc de fou. Donc là, il fallait en profiter un maximum. Et arrivé vers les 100 derniers, là, c'était 60% de shark, quoi. Ouais. C'était vraiment, c'était pas un hasard, quoi. Le MTT, c'est quand même pas un jeu de chat quand tu vois qu'au départ, c'est majorité de fiches et à la fin, t'as 60% de shark, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Logiquement, il devrait y avoir autant de fiches au début et à la fin, et c'est pas le cas. Oui, mais ça, on sait bien que c'est pas 50-50 l'histoire de la chatte, c'est assez clair, ouais. Mais bon, tu peux aussi déchatter pendant un petit moment, c'est ça qui est emmerdant, quoi. Contre un gros fiche. Faut pas confondre le fait que ce soit un jeu de chat que le fait que ce soit un jeu où il y a beaucoup de variance, en fait. Ouais, c'est ça. Pour avoir un gros edge, mais avoir aussi une variance énorme.
Ça. Il faut avoir la tête froide et savoir encaisser quoi quand Ouais. tu fais des petites perfs comme ça, mais tu n'arrives pas à arriver jusqu'à la TF. Faut savoir encaisser et dire que c'est pas grave et puis tu y arriveras quoi. Ouais. Bon, bah là, toi, tu as quand même la bankroll pour encaisser, mais ça, vous arrivez tous à encaisser quand vous avez vraiment, vous perdez, je sais pas moi, 10 coups d'affilée, vraiment vous êtes favori contre des gros fiches que vous savez que vous dominez largement les uns et les autres. Un Seb, pour toi, c'est valable. Ketor, ça vous énerve pas quand même un petit peu quand même, vous arrivez toujours à vous maîtriser? Ah non, moi je lance régulièrement des bouteilles à travers la. Tu restes humain, Il y a mes bouteilles d'eau qui traversent la pièce. Voilà, c'est ça. Régulièrement. Ouais, ça t'énerve quand même, mais c'est un peu fait chier quoi. Ah mais tout le monde, je pense que tout le monde crie devant son ordinateur régulièrement. Enfin là, par exemple, je reviens j'étais en Thaïlande avec beaucoup de joueurs français pendant un moment. On était une quinzaine quoi, à jouer dans la même pièce quoi. D'accord. On avait une grande villa. Ouais. Et donc sur les 10 ou quinzaine qui jouent, il y en a toujours 3-4 qui sont en tilt. Donc ça crie dans tous les sens. Hein. C'est putain de chatard, toujours la river, machin. T'entends ça tout le temps quoi. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Hein. Bon, ils sont humains. Il y a que Montoya finalement qui dit oh bah non, moi ça me dérange pas. Non, mais je suis vraiment pas trop sujet au tilt moi. C'est tant mieux. Écoute, je tilte un petit peu quand même. Si quand je fais un gros tournoi, je perds sur un bad beat. Bon, moi j'ai un truc, c'est toujours pareil. Je tape du poing sur la table quoi, un coup, puis je souffle et puis voilà. Ouais, moi je suis comme Montoya, hein. Je tilte pas trop souvent non plus. J'ai tendance à être dépressif après avoir perdu un tournoi, mais pas énervé quoi. Ouais, dépressif c'est pas mal quand même. Hein. C'est-à-dire que l'énervement en fait en général c'est pour éviter de devenir tu vois dépressif. Faut voir, c'est pas forcément plus ou moins grave, j'en sais rien. Hein. Ça, je suis pas tout bib, mais ni psy surtout, mais enfin quand même bon en fait l'histoire de l'énervement ça évacue quoi. Hein. Ouais, je viens m'évacuer sur le forum en général. Oui, mais c'est peut-être pour ça. Ça c'est intéressant parce qu'on se demande peut-être quand même sur certains messages si t'es pas un petit peu en tilt hein, justement. Ouais. Quand tu commences à t'énerver, à vouloir absolument avoir raison et démontrer que c'est cette stratégie qui est la bonne, dis donc, faut s'accrocher. Mais ça, c'est même pas quand je suis en tilt. Hein. Ouais, c'est normal. C'est comme ça dans la vie, même dans la vie réelle. Hein, j'ai besoin d'avoir tout le temps raison. Bon, c'est un gros défaut, quoi, mais là, je suis juste comme ça. Quoi. On pourra pas me changer, je pense. Ah t'es encore jeune, tu sais, tu peux encore évoluer. Bon alors justement, est-ce que vous vivez en couple les uns et les autres? Bon, Seb il a dit, lui il vit en couple mais qu'avec des joueurs de poker, donc c'est réglé. Mais ils comprennent. Ils comprennent, voilà. Mais si vous avez des femmes, des enfants, voilà, pour un joueur de MTT c'est pas évident parce que ça dure super longtemps déjà. C'est pas comme un joueur de cash game qui peut se faire 3 heures là, puis une séance de 3 heures là. Un MTT ça peut durer 10 heures. Voilà, jusqu'au petit matin. Donc, ou alors si vous avez des études à faire, par exemple, vos activités, si vous bossez, etc. Est-ce que ça vous gêne ça pour jouer les MTT? Comment vous vous organisez? C'est pas facile, ça, non? Alors ça, c'est Kram qui posait cette question parce qu'il lui, il pose sa question, c'est personnel, parce qu'il dit moi, ma femme et mon boulot sont les deux raisons pour lesquelles je ne joue pas de MTT. Sinon, ça me fera bien plaisir, mais je peux pas, quoi. Donc, je préfère pas en jouer, quoi. Voilà. Alors, comment vous conciliez tout ça? Ou alors, vous êtes tous célibataires, vous n'avez pas ces problèmes-là, et puis voilà, c'est réglé. Moi, je suis célibataire, mais le problème plutôt, c'est que je vis encore chez ma mère avec mon frère. Donc, en général, on doit manger à table avec tout le monde pour être civilisé, quoi. Ouais. Donc, ça me pose parfois des problèmes pour lancer les sessions d'MTT, vu qu'on mange assez tard, on mange vers 8h30, 9h. Donc, après, c'est un peu compliqué pour lancer une session d'MTT, vu qu'il est déjà super tard. Tu es encore chez maman? Ah ouais. Il est encore chez maman. Bon, bah écoute, t'as pas fini de grandir, c'est bien ce qu'on pensait quand même. D'accord, mais il y a des gens qui font des études, par exemple Montoya, je crois que tu fais des études, et Olivier, il fait des études aussi. Ouais, je fais des... Ouais, vas-y. En général, il vaut mieux jouer le vendredi et le samedi, quoi. Sinon, c'est pas possible de se lever le matin, le lendemain. Voilà. Comme Seb, il en faisait, qui disait, il avait réussi dans le $22 et il avait un examen le lendemain et voilà quoi. Mais ouais, donc vous jouez quand même plus le week-end quand vous faites des études quand même. Ouais, c'est ça. Tu arrives, je veux dire, ça t'empêche pas, ça te déconcentre pas dans tes études, c'est ça que je veux te dire. Est-ce que tu restes concentré, tu as une hygiène de vie qui fait que bon voilà, là je fais mes études et puis après je vais aller faire les MTT parce que là je sais que j'ai du temps.
Ouais, il y a un peu des deux, quoi. Ouais. C'est surtout quand les échéances approchent que j'arrête de jouer, là, comme par exemple maintenant, mais j'aurais déjà dû arrêter il y a un mois. Ça aurait été peut-être mieux. Ouais. Ah oui, t'es quand même, tu te fais quand même bon, parce que ça te plaît, quoi. C'est ça, c'est le plaisir aussi, non? Bah, il y a le plaisir, et puis quand les résultats sont là, on a vraiment envie de jouer, quoi. Bah oui, c'est normal. Ouais, c'est ça, quand t'es en good run, c'est un peu difficile d'arrêter. Par contre, si t'es en down depuis un mois, je pense que t'auras pas de problème à faire une petite pause d'une semaine. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que ça dépend de la situation, ouais. Bah oui, quand t'arrêtes pas de gagner, bah tant que je gagne, je rejoue, hein. C'est ça, quoi. Mais justement, par rapport à ça, et vous avez entendu Seb parler, puis on a eu d'autres invités aussi qui ont parlé un petit peu, mais est-ce que vous avez l'intention les uns et les autres de passer pro un jour? Bah, moi, je vais répondre, ça m'a traversé l'esprit quand même, ouais. Mais bon, les études, on va dire, ça m'intéresse de moins en moins. Et j'hésite à franchir le pas, quoi, à un moment. Donc je me dis, un déclic, quoi, qui pourra me faire sauter le pas, c'est de refaire encore une autre grosse perf comme celle que j'ai faite. Et puis je pense que là, je sauterai le pas. Mais bon, tant que je la fais pas, on va dire que je reste un petit peu dans les études pour pas aller dans le poker complètement et abandonner les études. Mais bon, c'est vrai que les études, en ce moment, je les mets un petit peu de côté. Ça m'emmerde un peu plus qu'autre chose quand je vois que je peux faire pas mal d'argent en poker, quoi. Ben oui. Et puis bon, c'est intéressant de voir justement Seb qui lui a sauté le pas, qui était étudiant et qui lui ça y est, quoi. Tu t'es concentré exclusivement. Moi, ça s'est assez bien goupillé, en fait, parce que quand j'ai terminé mon école, j'ai tout de suite eu l'opportunité de. En fait, j'ai rencontré les joueurs de la team Limpers, quoi. Donc, eux avaient déjà tous sauté le pas depuis un certain temps. Et ils m'ont invité, parce qu'ils étaient tous, une bonne partie qui vit en Thaïlande. Donc, ils m'ont invité à venir chez eux et tout ça. Donc, j'ai vu ce que c'était que la vie de joueur de poker et tout ça, juste en sortant de l'école. Donc, du coup, je me suis dit que, ouais, c'était bien, ça. C'est un mode de vie qui me plaisait. Donc, je suis resté, quoi. Et donc, du coup, je suis passé pro. Une petite Quand t'as parenthèse. sauté le pas, tu gagnais combien à l'époque? Pour savoir. Quand j'ai sauté le pas, quand je suis parti en Thaïlande, je devais avoir pas tant que ça, hein, je suis monté assez vite, je devais avoir un peu plus de 100 000, 150 000 de bankroll. Ouais, quand même, quoi. Ouais. Donc, non, c'est ça. Bah, je pense qu'il faut au moins ça. Je pense qu'honnêtement, essayer de sauter, non, peut-être pas autant, mais sauter le pas avec moins de 50 000, ça me paraît un peu suicidaire. Toi, tu vois plus ça en termes de bankroll qu'en termes de ce que tu gagnes par mois, quoi. Bah après c'est lié parce que on peut diviser disons par 10 pour calculer sur la dernière année ce que ça faisait, quoi. Mais de toute façon ça revient à peu près à la même chose parce que 50 000 $ de bankroll, 100 000 $ de bankroll, ça veut dire gagner entre 10 et 20 000 par mois pendant un an, quoi. Donc ça revient à peu près à la même chose, quoi. Donc mais il faut c'est les deux ensemble. Il faut pouvoir espérer gagner au moins 5 000 € par mois, comme je disais, et pour ça, il faut quand même avoir au moins 50 000 de bankroll pour jouer à des limites où c'est réalisable, quoi. Avec sa performance, Montoya, il a les 100 000, là, donc. Ouais, moi je les ai. T'es finalement, regarde, dans la même situation que Seb, là. Ouais. Mais justement, Seb, toi, tu fais ça en coloc, quoi, ouais. Avec d'autres joueurs. Ouais, moi je vis avec d'autres joueurs, que ce soit en France ou en Thaïlande, c'est les mêmes, quoi, de toute façon. Et là, je suis à Londres. Je suis à Londres depuis quelques jours. Là, je suis revenu de Thaïlande mi-avril. Et c'est beaucoup plus simple. C'est super sympa parce que du coup, il y a des gens comme ça qui partagent tes gains, tes pertes. Ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance de motivation aussi. Parce que tu vois les autres qui jouent, donc ça te motive un petit peu à jouer. Comme je disais tout à l'heure, quand on était en Thaïlande, on était 10 dans la même pièce à jouer. Ça crée une ambiance de travail. Ça fait un peu comme quand on voit les autres jouer. Vous faites quoi? Vous louez une maison à 10, quoi, un truc comme ça? En fait, on louait une maison à 4 et il y avait donc une maison principale, disons, avec un très grand salon où on jouait tous de là. Et les autres, soit ils étaient dans des hôtels aux alentours et ils venaient jouer la journée, soit ils avaient une autre villa pas trop loin et puis ils venaient jouer la journée aussi, quoi. Comme ça, on se retrouvait à 10 dans la maison. On n'était que 4 à vivre vraiment dans la maison, mais bon, dans la journée, il y avait tout le temps du monde. Dans la journée, dans la nuit, quoi, aussi, il y avait tout le temps du monde partout. Et là, à Londres, t'es dans une maison aussi Je suis dans un appart à 3 avec Alexandre Luneau de la Team Limpers et Cyril André d'Unlimit. Et non pas Darwin Moon, hein. Non, pas Darwin Moon. Non, Darwin Moon, on l'a contacté, il est pas venu. D'accord. Montoya, j'interviens parce que Montoya, ça te tente vraiment de tenter l'expérience ou? Bah oui. Ouais, franchement, ça fait plus que me trotter dans l'esprit, ouais.
Ça, écoute, je te propose en live, en direct, je te propose de venir nous rendre visite un petit peu à Gibraltar. Tu parles anglais? Ah ouais. Eh ben, on va t'inviter une semaine à Gibraltar. Ah bah Et tu écoute, verras. c'est Ici, on a avec plaisir. On a j'accepte. pas mal de pros aussi qui vivent ensemble. Ouais. Là, je suis chez moi et de ma fenêtre, j'ai 2 apparts de copains. Il y a Schneeblor qui est pro, il y a Ouais, je Siete connais, qui ouais. est aussi pro, il y a Chip qui est le meilleur joueur de Fixed Limit dans le top 5 des Fixed Limit. On a Greyboy qui vient d'arriver la semaine dernière. On a une dizaine de joueurs pro, on a 4-5 apparts remplis de colocs. Des colocs où ils sont à 2 ou 3 par appart. Et contacte-moi et on va faire ça, on va voir si on peut t'aider un petit peu. Ouais, bah c'est ok, super. Que tu viennes prendre la température. Alors, la vie est belle, Montoya. Ouais, super. Hein, tu me diras combien tu me chipperas pour avoir invité déjà Sébastien Sabic, parce que Toi, t'es pas venu pour rien, c'est clair. Quoi. je suis venu pour vous, les gars, parce que On essaiera de te faire venir avec un coach, je sais pas, quelqu'un pour t'accompagner. Ouais. On fera petite semaine, petit coverage de votre semaine, les impressions de Gibraltar, et puis je pense qu'on va pouvoir te faire rencontrer du monde intéressant. Ok. Et on verra si ça te branche de tenter l'aventure. Bon, ça va Ouais, t'aider. genre venir avec Gator ou Yohan, tout ça. Bah, on verra, ouais. Ok. Ok. Bon. Bah ouais, je suis carrément partant, ouais. Contacte-moi sur PM et puis on verra ça pour fixer ça. D'accord. Ça Alors, marche. bon, Ketor, je pense que toi aussi, bon, toi, t'es déjà payé un petit peu puisque t'es coach pour jouer au poker, mais bon, c'est pas non plus un revenu qui pourrait te suffire. Tu as pensé, toi aussi, à devenir pro? Tu as envie de le faire? Ouais, forcément, j'y ai déjà pensé, mais j'ai pris ma décision. Je préfère pas le faire pour le moment parce que D'accord. je sais pas, je préfère. Disons que je suis un peu méfiant, quoi, parce que on sait jamais où le poker ça va nous mener. Dans 2 ans, là, ça se trouve, il y aura plus de fiches ou on pourra plus jouer au poker en Belgique. Enfin, puis déjà, je gagne pas énormément pour le moment, donc pas assez pour passer pro directement. Mais même dans un futur proche, je pense pas le faire. Je préfère avoir un diplôme en poche quand même pour Tu pour joues, un filet de sécurité, quoi. tu joues à la sécurité, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as bien raison. Ouais, non, mais ça c'est sûr, parce que je disais tout à l'heure, quoi, que on peut pas se contenter d'un salaire normal pour passer pro, parce que c'est vrai que s'il y a des problèmes dans 2 ans, on sait pas trop comment ce sera. Donc c'est vrai que ça me paraît assez raisonnable comme idée. Moi, c'est beaucoup mieux de pouvoir gagner pas mal, comme ça on a quelques centaines de milliers d'euros de côté, que si un jour ça marche pas, comme ça on pourra lancer une entreprise ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, moi c'est ce que j'ai en tête pour moi en tout cas. Donc, Pour pouvoir te relever s'il arrive un truc inattendu, comme c'est tout à fait possible dans ce genre de business, quoi. Ah oui, Ouais, un truc voilà, que je voulais c'est ça. dire aussi pour les joueurs de MTT spécifiquement, en fait, pour passer pro, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on a besoin d'un échantillon énorme avant de savoir si on est vraiment gagnant et de combien on est gagnant. En cash game, c'est assez facile. Après 200 000 mains, tu peux déjà avoir quand même une bonne idée de ton win rate. ouais, quoi. même avant. Ouais, Même avant ça 200 000 mains. Mais en MTT, je pense qu'il te faut bien, si tu joues pas 40 tournois par jour, il te faut facilement 6 mois, 1 an pour voir si t'es vraiment gagnant. Donc c'est un peu difficile pour nous, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Ah, bah, de toute façon, ça c'est un risque à prendre, hein. C'est un gamble aussi, ça à prendre. Enfin, c'est une décision assez difficile à prendre, de savoir si on passe pro ou pas. Après, c'est une décision de vie. C'est une décision de vie. Enfin, je veux dire, bon, évidemment, moi, j'y ai avec des gens pour qui ça a plutôt bien marché, mais j'ai aussi entendu parler de gens pour qui ça a beaucoup moins bien marché. C'est une décision de vie. Ça marche pas. C'est un risque. Mais bon, c'est comme tout, hein. C'est comme pour n'importe quel boulot. On se lance dans une carrière, machin. Bah, des fois, Absolument. des fois, ça marche pas. C'est un cul-de-sac, et des fois, ça nous permet d'exploser, de faire ce qu'on veut. C'est un choix de vie. Bah, faut tenter, hein. Puis voilà. Ouais, Seb, t'as été proche de joueurs de MTT qui ont réussi, toi, ou que des joueurs de cash game? Que des joueurs de cash game. Il y a quelques joueurs il y en a un seul, je crois, qui joue principalement au MTT que je connais. Il y en a d'autres qui ont commencé en MTT, mais qui assez rapidement ont migré vers le cash game. Principalement pour des raisons de mode de vie, je pense. Parce que comme vous disiez de faire le MTT, c'est dur, quoi. Ça prend toute la journée. On peut pas aller dîner en même temps que les autres. On peut pas machin. Enfin, c'est assez frustrant, quoi. Donc, Ouais, le rapport social est plus compliqué. le rapport social est plus compliqué, ouais, c'est ça, parce que, c'est plus dur. C'est plus dur, quoi. C'est plus les horaires, hein, simplement.
Ouais, ça. Et Olivier, bon, toi, tu es débutant, tu fais des super perfs, donc tu peux pas encore devenir pro, mais ça te tente quand même. Ouais, bien sûr. Bah, depuis que j'ai commencé sur Poker Stratégie avec la SPT NL10, je pensais déjà, je me disais c'est un objectif pour moi. D'accord. Et pour l'instant, je me dis que je prendrais bien un mi-temps et un mi-temps poker, quoi. Ouais, bah c'est bien ça. Ouais, donc déjà dès le départ, quand tu as commencé, tu as ça dans la tête, tu as un état d'esprit déjà qui tend vers ça, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est peut-être pas par hasard que tu gagnes, hein. Moi je te le dis. Il faut un mental d'acier, comme Keter le disait pour le MTT. Et Ouais. c'est comme ça qu'on va y arriver, quoi. Ouais, il faut un mental, c'est clair. Ouais. Et bah écoute, je vous souhaite à tous, en tout cas pour ceux qui sont pas encore pros, je vais pas le souhaiter à Sébastien, hein. Et ceux qui veulent si jamais vous réussissez à passer le pas, bravo les gars. Vous avez entendu ce qu'on a dit, il y en a quand même pas beaucoup qui arrivent à le faire. Il faut être conscient de ça, mais je pense que là il y a des têtes qui fonctionnent, il y a des gens intelligents, donc ça vaut peut-être le coup si vous avez une opportunité de se lancer, quoi. Donc good luck à vous. On va terminer. Je vous donnerai la parole pour un mot de conclusion à chacun. Mais s'il y avait un tournoi en live ou online que vous rêveriez de gagner, ce serait lequel ? Ah, moi, le 50K à 8 jeux. Hein, non, bah, ça, toi, ta réponse, je la connaissais déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis là, vraiment, on te le souhaite. Bon, ça, c'est clair. Ketor. Je pense qu'on va avoir 3 mêmes réponses pour nous, mais. Je pense, ouais. C'est quoi ? Le Sun des millions, le main event ou le Sun des millions, vous allez répondre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, Sun des millions, c'est petit comme objectif, hein. Ouais. C'est quoi, alors ? Ouais, en live, je pense que c'est le main event, et online, ce serait le main event des Wake Coupe, à mon avis. Ah, des Coupe, d'accord, ouais. W Coupe, ouais, ok. Ouais, ou même des scoops, hein. Enfin, ouais. Ouais, les scoops, c'est pas mal aussi, on va pas cracher dessus. Il est à $10 000 le buy-in cette année. Je sais pas si c'était comme ça l'année dernière, mais bon, c'est quand même un beau buy-in quand même. Ouais, faut pouvoir se le payer, c'est sûr. Ouais. C'est le plus gros tournoi online, je pense. Oh bah oui, je pense, oui. Non, il y a des rollers online, il y a des 25 000 heads-up et tout ça. Ouais. Ah oui, pour en heads-up, ouais. 25 000, je pense qu'il y en a pas en following, si. Il y en a. Il y avait eu un horse 25 000, je crois, une fois pendant un week-coup, un sloop. C'était pas Elki qui avait gagné le horse par hasard, ou il avait été assez loin en tout cas. Oh, je crois que Elki a gagné tous les tournois qu'il a jamais joué. Donc. Ah, mais c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, donc il a peut-être gagné celui-là aussi, ouais, en passant, quoi. Ouais, en passant. Il est quand même impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez les uns les autres d'Elki. Bon, c'est pas le sujet du débat, mais bon, là, il est impressionnant, ouais. C'est un malade. Ouais. Bon, enfin bref. Il avait réussi à faire deux perfs sur des files de 10 000 joueurs à 2 jours de c'est ça, back to back. Ouais, oui, c'est ça, back to back. Ça, c'est quand même juste incroyable. Et un troisième où il avait fini, je sais plus où, mais bon, genre en TF ou je sais pas quoi. Enfin bref. C'est hallucinant. Et il avait gueulé sur son blog parce qu'il avait perdu un flip loin dans le tournoi. Après avoir fait la pine sur les tournois. Voilà. Et Olivier, toi aussi, tu as un tournoi qui te dirait, ça serait lequel ? Ça serait pareil, tu es le même que les autres, le main event par exemple ? Bien sûr, les plus gros, quoi. Les plus gros, bon, en fait c'est ça, c'est les plus gros, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va terminer cette rubrique. C'était assez sympa. Je vous passe la parole si vous voulez ajouter un petit mot de conclusion sur ce que vous voulez. Seb ? Non, pas grand chose à rajouter de particulier. C'était très sympa en tout cas de m'avoir pour l'émission. Ça vraiment fait plaisir de passer à la radio. J'ai pas souvent l'occasion, donc ça fait plaisir quand je suis invité. C'est-à-dire que des radios de poker en France, il y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est sûr, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Oui, forcément. Mais on est en train de les faire justement, alors donc c'est bien. C'est un précurseur IT. Non, c'est pas moi le précurseur, c'est Club. Il faut remettre ce qui appartient à César. C'est Club Poker Radio. Les premiers qui ont. Mais alors bon, moi effectivement, je suis un peu tout seul là à travailler sur les trucs. Et eux, ils sont un petit peu plus nombreux et ils sont dans un studio. Nous, on fait ça par Skype, mais bon, en tout cas, on le fait.
Et j'espère, en tout cas, que tu as trouvé l'ambiance sympathique, Seb. Nous, on t'a trouvé... c'est très sympa, franchement très très sympa. C'était bien. Tous les intervenants et tout ont dit des trucs assez intelligents et tout ça. Donc c'était. Ouais. Pourtant on en a des fiches, hein, mais bon, ils ont été assez raisonnables. Hein. Ils ont été assez raisonnables. Keter n'a pas été trop, parce que Keter, en plus, il est, il l'a dit lui-même, c'est-à-dire qu'en même temps, il le reconnaît qu'il est chiant et tout. Hein, mais c'est un trash talker professionnel. Si tu joues avec lui et que, tu fais n'importe quoi, de toute façon, il va t'insulter dans le chat, tu vois, sur la room. Non, je n'insulte pas. Je fais des remarques ironiques. Oui, bon, d'accord, ok, oui, ok, d'accord. Je fais un petit peu la même chose. Ça m'arrive de faire la même chose. Tu fais ça toi aussi, tu trash talk aussi? Ah bon? Ah ouais. Un petit peu des fois. Quand je perds, oui. Ouais, si le joueur joue vraiment mal, t'es obligé. Hein, ça, non, mais je le fais pas méchamment, j'insulte pas et tout ça, mais ça m'arrive, oui, de faire des petites piques, des petites remarques, quoi. Ok. Ouais, tu mets nice fish, quoi. Tu mets des petits trucs. Non, je mets pas des trucs ça, aussi. C'est pas assez subtil, ça. C'est pas assez subtil, non. Souvent, ce que je demande, c'est quand si c'est une table de six mag, je perds une main, je tape juste dans le chat heads up, point d'interrogation. C'est le genre de truc, tu vois, pour te dire, bon, toi, je te joue, toi, quand tu veux. Oui, si le mec accepte, on sait jamais. Ah, bah, je le joue, hein. De toute façon, la plupart des fois, c'est très très rare que je refuse de jouer quelqu'un. Donc, Ouais, mais tu peux te le permettre, bien sûr. Ouais. Bon, quelque chose à rajouter, les gars? Moi, je suis content que Sébastien soit venu. Et depuis, je pense qu'on va arrêter de se moquer de lui un petit peu. Quoi. Attention, parce que là, je vais lire les forums. Là, j'étais en train de créer un compte. D'ailleurs, le compte Seb86 a été pris. J'ai essayé de créer mon compte avec Seb86 et le compte a été pris. Ça, c'est sûrement un fan. Hein. Ouais, déjà, t'as un fan club. À propos de ça, j'ai mis un thread de feedback au cas où Sébastien vienne un petit peu sur le forum. Donc je vous le remets le lien ici. N'hésitez pas à lui faire part de vos. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors c'est bon. Plus personne n'a rien à dire sur les MTT. Bien sûr qu'on aurait d'autres choses à dire, mais je pense que on peut mettre un terme à cette rubrique et on va passer à la dernière partie de l'émission. Alors Seb, la dernière partie de l'émission, justement, on vient d'en parler. Ça s'appelle le Trash Talk. Trash Talk. Trash Talk. Alors voilà, le Trash Talk, en fait, il n'y a rien, tu vois. Alors, c'est-à-dire que là, on n'a aucun sujet. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et on peut se trash talker. Ouais, la miniature est un peu pétée, tu vois. Bon, bref, on peut se dire ce qu'on veut. On va rester un peu respectueux quand même, mais on a le droit de se dire ce qu'on veut. On peut parler de tout ce qu'on veut. L'histoire, c'est qu'on se marre un petit peu ensemble. On peut déconner. On peut balancer des dossiers sur les gens si on a envie, etc. Bref, on se marre, quoi. Alors, bon, ça va durer 5 minutes ou 10 minutes maximum après. De toute façon, je coupe tout à tout le monde. On a déjà dépassé de trop. Alors moi, je sais pas, j'ai aucun sujet. Quelqu'un a un sujet? Si, j'ai vu sur le forum qu'il y a des gens qui lancent des challenges. Je sais pas si vous avez vu ça, il y a un challenge après le challenge de Tom Dwan alias Dur. Voici le challenge il y a Bazou aussi qui lance. Alors c'est marrant parce que vous regardez les chiffres, hein, Tom Dwan donc là c'est Antonius qui joue en ce moment, il doit être vers la fin. Donc les chiffres c'est 50 000 mains et $1 million, je crois, hein, le side bet. C'est 1 million contre 3 millions. Ah, voilà, ça, voilà. Et Bazou c'est 5 000 mains. et 50 $000, je crois, ou un truc comme ça. Non, $5 000. Donc ils ont enlevé des 5 zéros. 000 contre 10 000. Ouais. Et nous, on a le nôtre aussi. Alors c'est après ces deux challenges, c'est le challenge d'Emeric. Alors c'est pas tout à fait le même tarif non plus, mais c'est du HU pareil, hein, c'est le même, mais en Hold'em no limit. Et les modalités, c'est ça. Donc je vous le lis comme il l'a écrit. Je lance un challenge à qui veut sur 50 sit and go HU à $10. Alors, vous voyez, il y a beaucoup moins de zéros déjà. À $10 régulier sur PokerStar. Donc le gagnant sera désigné bien sûr par le nombre de victoires. Et pour pimenter un peu, parce que sinon c'est pas drôle, un side bet de $100, soit environ 20% du buy-in initial, sera en jeu pour le vainqueur. Donc le perdant donnera $100 au gagnant. Le gagnant gardera bien sûr ses gains acquis au cours du challenge. Hein, voilà. Et donc il y a eu quelqu'un qui a répondu, c'est le clown, hein, qui est un spécialiste du HU. Et qui a dégainé le premier et a répondu présent. Et ça a mal commencé pour Emeric, puisque pour l'instant, le score, c'est 8-3 en faveur du clown. Hein.
Et en plus, il est complètement en tilt, le Emmerich, là, mais complet. Hein. Alors, c'est peut-être le moment de vous inscrire. Hein. Alors, vous allez faire une petite recherche sur le forum. Tu m'en voudras pas, Emmerich, hein, on rigole. Mais enfin, Moi, bon, j'y vais. Moi, je m'inscris. voilà, bah Seb, il a dit tout le monde. Hein. Bon, c'est 50 sit and go à $10, ça devrait aller pour toi. Hein. T'es pas Scarmonet, normalement. Bon, Ah, ça va. c'est- Faut pas que j'en perde 3 c'est cartes donc- de suite, parce que bon, mais bon. ça peut arriver. Je Ça peut... t'aime, Ouais, Ah, sinon, tu demandes à un de tes colocs de t'aider un petit peu. ouais. Et en plus, Ouais, ouais. bah, je peux jouer, je joue quand même aussi un petit peu en LTM. Alors, J'ai des notions. t'as des notions. Ouais, t'es bien obligé avec le head game quand même. Hein. Bah Bon. ouais, Ouais. je joue. Là d'ailleurs, je joue demain parce que du coup j'ai lancé une table de Hold'em en même temps que je vous parle, machin. Mais c'est vrai Je qu'avec suis- tes colocataires, en même temps, de toute façon, si vraiment t'as un doute, je crois que t'as quand même des gens qui pourront t'expliquer un peu. Bah, si ils m'ont énormément aidé, ça Ouais, c'est sûr qu'ils m'ont ouais, énormément. ouais. Et surtout Alexon Moon, Ouais. parce que lui il s'est mis au mix game aussi, Ouais. et, avec beaucoup de succès, donc on a énormément partagé, enfin on a énormément. On s'est énormément aidé quoi. Moi je l'ai beaucoup aidé dans les jeux de limite, il m'a énormément aidé en no limit et en PLO. Et ça a donné des très très bons résultats quoi tout ça parce que ça génial. permet de partager un peu les skills. Ouais. Et du coup moi j'ai beaucoup amélioré mon jeu de PLO et de no limit et lui il a beaucoup amélioré son jeu de limite évidemment. Superbe. Et du coup on gagne chacun de notre côté, du coup on gagne pas mal sur Génial. les parties. Alors, Ouais. bah, c'est super. Bon, il y a aussi un autre side bet. Alors, pour les scoops, là, c'est proposé par Ketor, justement. Hein, Ketor, parce que au moment de l'annonce des scoops, il a encore trouvé le moyen de râler. Hein, en Non. disant, si, tiens, sur le forum, t'as dit, ouais, je trouve que le programme aurait pu être un peu mieux fait, les garanties un peu plus hautes. Enfin, bon, arrête, t'as encore. Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi, qu'est-ce que tu veux. C'est vrai, quoi. Alors, ça part d'un poste de Kidman. Alors, c'est notre nouveau coach de Omaha qui dit, je jouerai donc 14 events, ce qui est pas mal quand même, et j'ai comme objectif 2 TF et 4 places payées. Alors là, c'est quand même ambitieux. C'est la même réaction que moi. C'est quand même ambitieux, hein. Non, mais voilà, c'est parti de ça. Et bon, j'avoue que c'est ambitieux. Et donc Ketor, il s'est engouffré dans la brèche là, sentant peut-être un petit coup juteux à faire. Et qu'as-tu proposé? Bah vas-y, t'es là, vas-y, tu peux le dire. Bah, je lui proposais, vu que son objectif c'était de faire 2 TF et 4 ITM, je lui proposais de faire un petit side bet là-dessus, vu que pour pimenter les choses, bien sûr. Bah t'as proposé quelle cote? Je proposais 5 pour 1 dans ma grande générosité. Ouais, mais lui il t'a dit non 5 pour 1. En plus, j'imagine il va jouer les low ou les medium buy-in, donc ça va être des fields à. Ouais, c'est ça, c'est que des lots, je pense, en plus. Hein. Ah ouais, non, bah c'est Je fais absolument des banques à gérable. vendre. Alors ça me paraît compliqué. Si vraiment il réussit ça, c'est balèze. Hein. Moi, je vais bien lui proposer du 6 pour 1 s'il veut. Non, mais il a dit, tu me prends pour un fiche, 5 pour 1, ça va pas, tu te rends compte du truc. Bon, alors je sais pas, maintenant, vous pouvez peut-être vous arranger entre vous. Mais alors, c'est pas fini parce que là-dessus, il y a Yohan77, un autre coach de MTT qui a embrayé. Tiens, Gator. C'est lui, il t'appelle Gator. Disons un peu plus sur ton side bet. Toi qui voulais me défier, tu vas pouvoir. Alors, je sais pas, ça s'est arrêté là, on sait pas de quoi il s'agit. Tu peux peut-être Bah, nous il est venu me expliquer. parler sur Skype après, il m'a Ouais. proposé un side bet, mais le truc c'est qu'on joue pas. Enfin, il va jouer que les lots, moi je vais aussi jouer des médiums. Hmm. Et enfin. Voilà, on n'avait pas exactement le même programme et on avait que 10 events en commun et je crois que c'était un peu peu parce que ça allait. Finalement, un side bet sur 10 events, ça veut rien dire en fait parce que ça va jouer vraiment à la variance quoi, donc je préfère pas augmenter ma variance en mettant un bet sur 10 events, que c'est un peu idiot. Bon, donc, Je préférais le faire si on avait genre, je sais pas, 20 ou 30 events en commun, là ça a déjà un peu plus de sens. d'accord. Donc, ça se fait pas, ça, quoi. T'as refusé, quoi. Non, j'ai refusé, puis il s'est empressé de le dire sur son blog que j'avais refusé de lui prendre son challenge. D'accord. Ouais, bon. Ouais, non, mais voilà, mais on savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, bah, comme ça, on le sait. Voilà. On a discuté un peu en privé, quoi, mais ça c'est pas fait. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, moi j'ai fini pour ce soir. Est-ce que il y a un sujet qui vous intéresserait de débattre? Sinon, je vais mettre un terme avec. Je viens de me connecter sur le chat parce qu'avant je ne le voyais pas. Je vois Erkil qui dit j'ai un challenge batterie 10 fois de suite en HU en ne regardant qu'une seule private card. Bon, disons 30 fois de suite, 10 c'est trop facile. Ah bah écoute, Erkil, moi je veux bien même Si tu me donnes du 2 pour 1, c'est bon, Erkil. Ouais, voilà, il faut que les odds soient bons, quoi. Oui, voilà, il faut. Ouais, écoute, non, mais moi ça m'intéresse. Bon, Hercule, on a justement fait du HU de temps en temps pour rigoler, mais pour progresser aussi ensemble. Et bah pour l'instant, il a chaté à chaque fois, mais bon, on est à égalité. Ah ouais, Il non, a non. chaté à chaque Ah fois, si, ouais. non, mais As-Dame contre As-7,
quand c'est A7 qui gamme, il chatte quand même, faut pas déconner. À chaque fois, je l'ai amené où je voulais et il a chatté. Et pareil pour Vincenzo d'ailleurs. Hein. Lui, c'était As6 contre mon As-Dame. Mais bon, c'est pas grave. Faites pareil contre tous tes adversaires Voilà. en heads-up, quoi. Ouais, non, contre non, moi, non, c'est non, pareil non. aussi. Je Ouais, pense. Ah non, pareil. non, pas contre Montoya, il n'y a pas eu de chattage, mais c'est vrai contre eux. Mais sinon, on est à égalité, puisque après, j'avais gagné déjà avant, et puis, mais bon, j'ai pas réussi mais on est à égalité. Parce que après, j'ai gagné le horse, je crois, et puis, un truc comme ça, voilà. Donc, Mike, quand il fait ça, c'est qu'il en a un peu plein le popotin, comme on dit, hein. Donc, et ça veut dire, écoutez bien. Voilà, bon, ben la Calling Station numéro 7 est terminée. Je pense que t'as une remarque intéressante de Chibiscuit, je pense que c'est marrant. Ok, Ce serait marrant. on va continuer. C'est, Qu'est-ce qu'il dit? Il propose un side bet sur le fait que Seb n'arrive pas à passer le quiz sur Poker Stratégie. Pour s'inscrire sur Poker Stratégie, il y a $50 gratuits. Tu peux passer un quiz de Hold'em ou Non, de OSC SPT, de SPT, de SPT. Ouais, SPT, non, il peut c'est se plus planter. SPT, il va avoir du mal. Eh oui, il peut se planter. SPT, Sans c'est lire le les short articles. stack. Voilà. Ah tiens, ça serait rigolo qu'il passe pas le quiz, ouais. Alors là, un petit side bet là-dessus, ça c'est J'avoue rigolo. que franchement, le quiz est pas facile parce que j'ai essayé d'aider un ami à faire le quiz il y a pas longtemps. Et j'ai pas réussi. Là, vous pas dit ça, entendre, là. vous voulez entendre un coup marrant parce que là j'ai une table de No Limit qui est Vas-y. j'ai une table j'ai une table qui tourne en même temps. Je viens de prendre un coup à 15 000 en 25-50. Je me suis fait il y a quelqu'un qui open cut off. Le bouton colle. Il y a Don Limit qui vient voir parce que le coup est hallucinant. Je lui viens de lui prendre 150 big blind, il a SI. Donc cut off open, non hijack open, bouton colle, je colle paire de 2 en big blind. Le flop vient 2-3 dames, donc j'ai bottom 7 et il y a pas de flush draw. Je check raise le relanceur initial, il colle. Turn un 7. Je recheck raise. Bon, je pense que j'ai pas bien fait de recheck raise, mais bon, bref, je l'ai fait quand même. Il recolle. River un 6. Donc, le river un 6, quoi. Je chauffe mon brelan de 2. Il time, il colle, il montre As 10. Donc, sur un board 2-3 dames, 7-6 au final. Il a As 10, son no limit hold'em. Donc, en 25-50 no limit hold'em. En 25-50, il a réussi. Donc, il colle le check raise au flop, il colle le check raise à la turn et il colle le shove river. Waouh. Ah, il s'est senti un peu comité pour le shove river. Hein. Ouais, shove river Il était fait un check min raise à la turn. Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire son pseudo, c'est pas ET77? Ah là 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 là. Non, il est à ma table si vous vous connectez sur PokerStars et Chitorius. Ah, j'y ai le droit à chaque fois, Seb, c'est insupportable. Il va falloir que tu me défendes un petit peu. Moi, je fais tout pour cette communauté, et puis voilà ce que j'ai, voilà, bon. Mais quoi, c'était un compliment, t'imagines? Ah bon? Si je joue 25-50, Ah, c'est bien. ouais, c'est ça, ouais. Et tu le joues souvent, Seb, le Vitorius, là? C'est. Ouais, c'est un règle en plus. J'ai pas la moindre idée. Ah non, en fait, non, ma note sur lui, ça marque 100-200, fiche. Ah ouais, bon, Ah, d'accord. on va voir ce PTR, hein, tu vas te marrer. Et trop loose. Ma note sur lui aussi, ouais, apparemment, ouais, il est trop. T'as des notes vachement techniques, hein, fiche, qui m'a sock-outé, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Non, mais là encore, c'est ça. C'est parce qu'il avait pas dû saccouter. Des fois, il y a des insultes dans les notes. Ah ouais, voilà, toi aussi, tu fais ça, ouais. Quand c'est en caps lock avec des fautes de frappe, c'est que en général, il s'est passé des coups pas bien. Non, par contre, après, j'ai des notes plus détaillées quand même sur la plupart des. Bon, d'accord. Sur la plupart des joueurs sur comment ils ont joué des mains, mais quand je suis frustré, je l'écris aussi dans le. Ah dans oui, les notes. bah ouais. Bon, allez. Bon, bah, E.T., c'est pas mal ça pour finir là-dessus. Ouais, Une je crois petite que petite maintenant. main à 15 000. Une petite main à 15 000 de Seb, qu'on va vraiment remercier très fort encore une fois. Merci beaucoup, Seb. De rien, ça fait plaisir. Ouais. Et bah voilà, je pense que la discussion a été tellement intéressante qu'on a encore battu un record sur l'émission, en tout cas Merci à Seb. en longueur. Merci à Ketor, merci à Montoya et à Olivier également. Merci aux gens qui sont là, parce que sinon, si vous n'êtes pas là, on va pas causer entre nous comme ça. Et donc, je vais lancer le générique de fin de cette Calling Station numéro 7, et je vous dis à jeudi prochain. Ciao. 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 Calling Station. Calling Station. Calling Station.